dos, tres, cuatro, clap. Bonjour. Bonjour les amis. Pour commencer, j'ai mis une image que je trouve très belle, c'est le site archéologique de Göbekli Tepe en Turquie, à l'est-sud de la Turquie, un des plus anciens sites dont on va reparler, connu à ce jour, ayant une telle structure mégalithique, c'est-à-dire monumentale, avec des grosses pierres dressées, taillées et des figures humaines. Mais je la mets au tout début de l'exposé pour montrer surtout le dispositif qu'on voit là, et qui est un site archéologique. Donc on a retourné la terre, on a fait ressortir ces choses-là, les étayer et installer de façon à les rendre visibles, qui est enveloppé dans une espèce de dôme qui lui permet de le protéger de la pluie et permettre le tourisme de fonctionner tranquillement. Mais sur l'image, symboliquement, ça a l'air de représenter une espèce de sphère presque technologique, informatique, comme une espèce de réseau, comme si le site archéologique était enveloppé dans un monde artificiel et technologique au sens ultra contemporain, virtuel. Il y a une espèce de dimension esthétique de virtualité, comme si le site archéologique tangible, matériel et solide reposait sur des conditions très très abstraites, très très techniques, pour pouvoir sortir de terre, pour pouvoir ressortir de terre. On va voir un peu pourquoi je dis ça au départ. Je dis ça parce qu'on va parler d'archéologie, mais d'archéologie en deux sens. On va parler d'archéologie au sens de la science positive, moderne, développée à la fin du XIXe siècle, dès les débuts du XIXe siècle, qui existe depuis longtemps. Il y a déjà des royaumes qui, pour se justifier, faisaient ressortir de terre les anciens vestiges et dire on est dans cette tradition-là. Mais la science positive moderne apparaît au détour du XIXe siècle. Donc en un sens, vous voyez un peu ce que ça veut dire l'archéologie. C'est des fouilles. On cherche, on creuse la terre. En un autre sens, un peu plus ancien que le sens moderne, c'est une certaine pratique de la philosophie. Et c'est ces deux éléments que je vais essayer d'articuler à partir des remarques, réflexions, pensées, systèmes bizarres, fragmentés de Jean Viaulac dans son livre « Anarchéologie, fragments hérétiques sur la catastrophe historique ». Je ne vais pas parler, contrairement à ce qui est écrit en sous-titre, de Graeber et Wengrow, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et ce sera pour la deuxième partie de cet exposé, si on veut. L'exposé d'aujourd'hui a deux moments. Un premier moment qui consiste à présenter ce que c'est que l'archéologie au sens philosophique. Je vais être assez rapide, mais c'est intéressant de voir que, alors même que l'archéologie au sens philosophique n'a pas vraiment de signification liée au fait de fouiller la terre, de retourner le sol, etc., il y a quand même un lien à la question de la terre, il y a quand même un lien à la question du sol, qui est ou bien métaphorique, et parfois même un peu plus que métaphorique. Comme si la Terre était devenue un référent à la pensée philosophique, et donc un sol effectif de la pensée philosophique. Donc, je commence par produire cette distinction, amphibologie, confusion conceptuelle de l'archéologie. Une amphibologie, c'est une confusion, c'est juste un mot pour se la péter, mais comme ça on apprend un nouveau mot. C'est-à-dire qu'on a mélangé, on a confondu, on a fait un amalgame entre différentes réalités et il faut les entendre séparément pour pouvoir voir les choses clairement. Alors, archéologie, je viens de le dire, c'est une science positive moderne qui se constitue à partir du XIXe siècle sur deux étapes, y compris avec la colonisation d'un certain nombre de régions du monde et la muséification d'un certain nombre d'objets culturels qui sont ramenés après des expéditions en Europe. Et cette science s'articule aussi à des politiques, par exemple, de justification de certaines races, de suprématie d'une certaine culture sur une autre, etc. Mais en même temps, elle développe des techniques, des objets particuliers et aussi elle découpe une strate de réalité singulière que ne peut pas atteindre l'histoire traditionnelle. Dans l'archéologie, les deux objets principaux à partir desquels on infère des hypothèses, ce sont les artefacts, on en a parlé tout à l'heure, en quelque sorte les œuvres, les tombes, les costumes, les habitats, les sculptures, les peintures, les gravures, les outils, les monnaies, les armes, les bijoux, enfin tout un ensemble d'éléments qui déterminent et définissent une civilisation matérielle, mais aussi les écofacts,
c'est-à-dire les grains fossilisés, les coprolites. Bon, ça c'est une blague, mais les coprolites, c'est les pierres fossiles, c'est les étrons fossiles. Enfin, on a des déjections qui sont conservées, et donc on peut savoir l'alimentation des animaux ou des gens de l'époque. Les ossements dans les nécropoles, et ainsi de suite. Les écofacts, par rapport aux artefacts, ce ne sont pas tellement les choses produites de main d'homme par une activité technique que les effets de l'organisation sociale humaine sur les espaces naturels et l'environnement autour d'eux. Tous ces éléments permettent, par inférence, déduction, de construire ce qu'on appelle un faciès culturel et organisationnel d'un groupe humain. C'est-à-dire l'aspect, l'image de comment était telle civilisation il y a 10 000 ans, 35 000 ans, etc. Mais alors, qu'est-ce qui fait l'originalité de l'archéologie par rapport à l'histoire? C'est que, et vous savez que l'archéologie, c'est une discipline, une méthode, mais aussi une espèce de découpe dans le temps de l'histoire humaine qui se focalise sur un moment où il n'y a pas encore de documents. Même si on peut avoir des textes, etc., on ne va pas traiter les textes sur le même mode que les textes que les historiens utilisent, les documents, les archives. En gros, la différence entre l'histoire et la préhistoire, pour le dire grossièrement et caricaturalement, c'est que l'histoire, elle est fondée sur des documents qui sont souvent des textes qu'on peut interpréter, auxquels on peut donner du sens, alors que la préhistoire, généralement définie par l'absence d'écriture, nous donne accès à elle que par des monuments, enfin, des vestiges d'objets matériels. Donc, l'archéologie, quand elle se développe aussi comme une méthode qui lie différemment les réalités. Une méthode qui... on fait une petite pause jusqu'à ce qu'on résolve ce petit problème technique. Oui. Et il y a eu un petit changement, c'est que normalement c'était le texte sur la poésie. Et finalement c'est moi sur l'archéologie. Donc ça finit plus tard ou c'est ça? Non. Non, c'est juste Oui, il y a déjà eu quelque chose à 13h. Oui. En fait, on a interactif, l'autre personne, en fait, il a eu des problèmes à cause de l'essence, covoiturage, tout ça. Tu peux faire comme ça. Ah ouais, merci. Bon, j'essaye de poser les choses le plus simplement possible. L'archéologie se constitue par un ensemble de méthodes qui va moins lire des documents dans des archives étatiques que chercher les traces des artefacts, des écofacts, qui sont les traces du passage de l'activité humaine, de sa productivité, etc. Les arts, entre autres. Mais, comme je vous l'ai dit, l'archéologie, eh bien, c'est aussi un concept philosophique. C'est-à-dire, c'est aussi une certaine manière de concevoir ce qu'on doit faire avec la pensée. Archéologie, en grec, se compose de deux termes, logie, c'est-à-dire discours, langage ou raison, et archéo, l'arché, c'est à la fois le principe, c'est un mot qui peut être traduit par principe, et qui désigne à la fois ce qui commence et ce qui commande. Donc quand on fait une archéologie, c'est ambigu aussi, c'est aussi une amphibologie, parce qu'on ne sait pas si on va étudier ce qui est au commencement, ce qui commence, donc plutôt des origines, ou si on va étudier ce qui commande, et donc la légitimité pour un certain ordre, pour un certain principe, de commander sur des réalités, d'imposer un certain ordre. Discours, donc science de l'arché, ce qui commence, ce qui commande, le principe en tant qu'origine et en tant que norme. L'archéologie est une métaphysique tournée vers les principes de l'être et du connaître. Alors, bon, quel lien il peut y avoir entre archéologie au sens de science positive et de ces méthodes particulières tournées plutôt sur les monuments que sur les documents, et l'archéologie au sens philosophique? Au départ, quand le mot apparaît pour la première fois chez Kant dans un texte très tardif qui concerne Wolff et Leibniz, le mot n'a pas tellement de sens relatif à l'archéologie comme discipline positive. Mais on peut quand même créer des articulations à partir d'autres morceaux de textes de Kant, y compris qu'on trouve dans la critique de la raison pure, pour essayer de voir que
malgré tout, la manière de faire de la philosophie archéologique s'articule au sol, à la question du sol, à la question de l'horizon, d'apparition de ce qu'on voit quand on se déplace dans l'espace, et aussi à la question de la Terre. C'est pourquoi je commence par là, avec des métaphores géographiques, cartographiques et géodésiques de la philosophie kantienne, qui ne sont pas seulement des métaphores, qui permettent de donner une expression, un modèle de ce que fait Kant quand il fait de la philosophie. C'est un peu étrange, mais il ne faut pas oublier que Kant, avant d'écrire la critique de la raison pure, qui est aux alentours de 1782, il a donné des cours de géographie et de géographie physique, dans lesquels on trouve beaucoup de choses détestables, puisqu'il y a des hypothèses, des théories racistes sur la hiérarchie des races, etc. Mais c'est quand même aussi quelqu'un qui s'est intéressé à la Terre d'un point de vue géographique et même physique. La géographie physique, c'est celle qui s'occupe de la matérialité des espaces, et pas des interactions sociales dessus. Alors, là, je vais vous lire un texte qui est une analogie qui lui permet d'expliquer la différence entre lui, ce que fait Kant, et ce que font les sceptiques. Quand je me représente, suivant l'apparence sensible, la surface de la Terre comme un plateau rond, je ne puis savoir jusqu'où elle s'étend. Quand on est en train de marcher dans une plaine, on voit l'horizon, on voit que c'est un peu courbé, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais l'expérience m'apprend que, où que j'aille, je vois toujours devant moi un espace où je puis continuer de m'avancer, et je reconnais ainsi les bornes de ma connaissance réelle de la Terre, mais non pas celles de toute description possible de la Terre. Alors pourquoi il dit les bornes de ma connaissance réelle de la Terre, mais pas toute description possible de la Terre? Parce que quand on a un corps dans l'espace et qu'on se situe par rapport à un horizon où les choses apparaissent au plus loin que notre regard se porte, on voit apparaître des objets, on peut faire le tour de la Terre 1000 fois, et on peut connaître tout ce qu'on voit apparaître au fur et à mesure de notre déplacement dans l'expérience, mais en revanche, on sait que ce qu'on ne peut pas voir, la Terre elle-même en tant que sphère, puisqu'on n'a jamais accès à la sphère de la Terre elle-même, on est toujours dans une espèce de planisphère, en quelque sorte, on se déplace dans un horizon, mais on ne voit jamais l'objet en volume circulaire. Eh bien, cette sphère, elle impose un certain nombre de règles et de lois sur ce qui m'apparaît dans mon exploration de l'espace et de l'horizon de l'espace. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok. Je continue de lire la citation. « Que si je suis allé assez loin pour savoir que la Terre est un globe et que sa surface est sphérique, je puis alors connaître d'une manière déterminée et suivant des principes a priori, même par une petite partie de cette surface, 1 degré par exemple, le diamètre de la Terre et par ce diamètre, la complète circonscription de la Terre, c'est-à-dire sa surface entière. Et bien que je sois ignorant par rapport aux objets de cette surface, que cette surface peut contenir, je ne le suis pas quant à la circonscription qui les contient, à son étendue et à ses limites. » Je vais expliciter, parce que ça a l'air un peu compliqué, mais c'est en fait pas si compliqué que ça. Kant fait référence au calcul du diamètre terrestre. À la mesure, comment on a fait pour mesurer la Terre? C'est Ératosthène, un des premiers à avoir fait ça au IIIe siècle avant Jésus-Christ, grâce au calcul des angles que produisait l'ombre projetée du Soleil sur 2 endroits qui appartenaient au même méridien, c'est-à-dire qui étaient éclairés au même moment avec le même angle, il a réussi à calculer, en présupposant que la Terre était ronde, à calculer la surface générale de la Terre grâce au calcul des angles. Là et là. Je n'entre pas dans les détails, je suis assez néophyte, mais si on met, si vous regardez l'image à côté qui est celle d'une plaine étendue, le calcul de l'angle, qui compare 2 angles deux ombres solaires à un même endroit, dans un même méridien, et qui permet de voir la courbure entre les 2 espaces, qui nous permet de calculer l'ensemble de la Terre, ça permet d'avoir la circonférence générale de la Terre, ce qu'on ne pourrait pas avoir simplement en arpentant la Terre et en calculant. Avec son corps, dans l'expérience de la vie, sous cet horizon-là. Donc, ce que dit Kant à ce moment-là, c'est certes, on peut explorer le réel par expérience, empiriquement, mais on peut aussi trouver des principes qui ne sont pas visibles dans l'expérience, qui n'y apparaissent pas, et qui nous donnent un certain nombre de lois ou de règles qui nous permettent de déduire des choses pour la structure du monde qui nous apparaît à nous, sous l'horizon de notre expérience. Je ne vais pas trancher là-dessus,
mais effectivement, tu construis ces règles, mais ça te permet effectivement d'avoir la mesure de la Terre, et donc un certain nombre d'informations qui ne sont pas visibles dans l'horizon d'apparition empirique. Et ces choses-là, on les trouve rationnellement, mathématiquement. On ne les trouve pas en observant les choses. Pas seulement en observant les choses, mais en créant des mises en rapport entre des angles, des circonférences. Ça, les agencements mathématiques qui permettent de calculer l'angle et donc de construire la circonférence de la Terre ne sont pas empiriques, ne sont pas déterminables par les sens. Il faut les déduire d'un enchaînement de raisons, des raisons mathématiques, calcul d'angle. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut se différencier d'une pratique de la philosophie et du savoir en général, qui est celle de David Hume, qui est un empiriste anglais, qui était en même temps un philosophe sceptique, c'est-à-dire qui suspendait son jugement sur les structures de la réalité et qui disait qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce qui nous apparaît en tant qu'idées sensibles et comment ces idées sensibles peuvent s'articuler et produire de la réflexion, des catégories plus générales et ainsi de suite. Or, pour Kant, David Hume, il est analogue à un géographe, parce que le géographe, en arpentant l'espace, en le dessinant, en faisant des cartes, il aplanit la surface de la Terre, il connaît un certain nombre d'objets, des rivières, des montagnes, des villes, des chemins, des vallées, des bocages, etc. Mais il n'a jamais la possibilité d'avoir accès à un savoir certain, assuré, que ce qu'il voit à un endroit est bien ce qui se passe partout ailleurs. Vous voyez ? Je vous lis la phrase. « Ainsi, le scepticisme est pour la raison humaine un lieu de repos. » Le géographe Hume, c'est quelqu'un qui nous repose. Pourquoi ? Elle peut songer au voyage dogmatique qu'elle vient de faire. C'est-à-dire qu'avant Hume, il y avait des gens qui affirmaient des trucs sur le réel sans aucune expérience, sans observer l'espace des sensibles, et qui disaient des choses par enchaînement de vocabulaire et de définition. C'était la scolastique. Et après la scolastique, on tombe dans un moment de scepticisme. On ne peut plus trop savoir par enchaînement de raisons, trouver des vérités comme ça de manière abstraite. Il faut quand même observer empiriquement. Bon. Et du coup, David Hume, d'autres, sont pour le savoir comme des cartographes qui tracent les plans du pays où ils se trouvent afin de choisir désormais sa route avec plus de sûreté. Mais ce n'est pas un lieu d'habitation où elle puisse fixer sa résidence. Parce que pour Kant, ça restera toujours instable. On ne sait pas s'il y a des lois fixes et permanentes qui structurent ces réalités-là. Ce lieu, en effet, ne peut se trouver que grâce à une parfaite certitude, soit de la connaissance des objets mêmes, soit des limites dans lesquelles est renfermée toute notre connaissance des objets. Et ça, c'est ce que prétend faire Kant, c'est-à-dire trouver ces structures qui ne nous donnent pas trop d'informations sur les objets du monde, sur les montagnes, sur telle montagne, mais sur les structures même de la possibilité de faire des cartes, d'être cartographe. Ça va pour l'instant ? Ok. C'est pourquoi il utilise la distinction entre la plaine et la sphère, qui sont des analogies terrestres, géographiques et géodésiques, du savoir, de comment connaître. Notre raison n'est pas en quelque sorte une plaine qui s'étend à l'infini et dont on ne connaît les bornes que d'une manière générale, mais elle est plutôt comparable à une sphère dont le diamètre peut être trouvé par la courbe de l'arc de la surface, par la nature des propositions synthétiques a priori, et dont le contenu et les limites peuvent être aussi déterminés par là avec certitude. Ce que pense Kant, c'est qu'on n'est pas paradoxalement enfermé dans une connaissance ouverte à l'infini qui devrait accumuler des expériences, des empiriques et les composer les unes par rapport aux autres dans une espèce d'ouverture éternelle. Non, il y a une sphère qui est la Terre, elle est son volume, et qui clôt en quelque sorte les règles qui s'appliquent à tous les territoires et à toutes les plaines de manière générale et a priori. Qu'est-ce que ça veut dire a priori ? Ça veut dire avant même toute expérience possible. Kant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver, pour le savoir, qu'est-ce qu'on peut savoir avant même d'observer n'importe quel objet. Et il va se poser la question de quelles sont les conditions de possibilité pour des objets, pour qu'on puisse constituer des objets de connaissance. Ça va ? Ok. J'ai cité ces textes pas pour parler de la philosophie kantienne, mais pour montrer qu'il pense son travail de philosophe dans un rapport, on pourrait dire, pour le résumer, entre la plaine et la sphère, en fait, entre le territoire et la Terre. La Terre est invisible,
impalpable, inaccessible, y compris par satellite, parce qu'un satellite ne nous montre pas la Terre qui est un volume circulaire qui tourne autour. On peut tourner, on peut faire tourner le globe, mais on n'a jamais accès perceptivement à ce volume. Vous pouvez essayer, hein, mais ça vaut aussi pour un cendrier ou pour un verre. Vous ne pourrez jamais accéder à toutes les facettes en même temps du verre ou du volume. Pareil pour la Terre, qui est un globe. En revanche, on peut trouver des lois qui agissent sur ce qui apparaît et qui dérivent de cet invisible-là, de cette dimension voluminique du savoir, si on veut. Quand il veut faire ça, pourquoi ? Parce que pour lui, son enjeu, c'est que, à son époque, on a amalgamé la pratique empirique, scientifique, expérimentale, inductive, tâtonnante, avec des déductions de la raison à partir de mots, de définitions, qui a fait que s'est étendue la domination, presque despotique, dit-il, de penseurs dogmatiques. Les penseurs dogmatiques sont des penseurs donc, au fond, qui n'ont pas vraiment de critères qui leur permettent de dire pourquoi ils ont raison sur tels objets, pourquoi la substance fonctionne de telle manière, pourquoi les corps agissent plutôt selon telle loi ou telle loi. Dans la dogmatique scolastique, c'est-à-dire de la philosophie des écoles qui s'inspirent d'Aristote, on va définir le mouvement, par exemple, comme l'actualisation d'un objet en puissance qui reste puissance. Bon, c'est une définition du mouvement un peu complexe quoi, à comprendre, à entendre. Tandis que le mouvement mathématique de la physique est pensé différemment, comme un corps qui va de manière rectiligne uniforme dans un espace qui ne lui applique aucune détermination, mu par une force. Bon. La grosse citation que je vais vous lire, elle est fondamentale parce qu'elle est très très belle et en même temps, elle situe presque comme un paysage et comme un espace politique la pensée philosophique et les différents types de styles de pensée, dogmatique, sceptique et critique, le style kantien, un espace, un paysage qui est un champ de bataille et qui a lieu sur la Terre. Sa domination fut d'abord despotique à la métaphysique. La métaphysique a été longtemps despotique, sous le règne des dogmatiques. Mais comme ces lois portaient encore les traces de l'ancienne barbarie, des guerres intestines la firent tomber peu à peu en pleine anarchie. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a pas vraiment de critères pour savoir qui a raison, ça devient plus que des guerres d'école sur la base de principes et de redéfinitions incessantes, et à la fin des fins, ce despotisme tyrannique s'effondre dans une forme anarchique. On voit qu'il y a un modèle politique du passage des différents régimes de savoir selon Kant. Et les sceptiques, espèces de nomades qui ont en horreur tout établissement fixe sur le sol, rompaient de temps en temps le lien social. Ils passaient et ils disaient « bon, on s'en fout en fait de vos débats débiles. Toi tu dis que la matière est un continuum homogène, et toi tu dis qu'il y a des atomes discrets qui se composent un machin. Bon, à la fin, on n'arrive pas à résoudre ce problème métaphysique, théorique. On est sceptique, on suspend notre jugement sur ces questions et on va observer ce qu'on voit vraiment, les informations qu'on peut retirer à partir de nos sens. Mais comme, par bonheur, ils étaient peu nombreux, parce que bon, Kant n'aime pas trop les nomades, ils ne pouvaient empêcher les dogmatiques de chercher à reconstruire à nouveau l'édifice, sans avoir d'ailleurs de plan sur lequel ils fussent d'abord d'accord entre eux. Autrement dit, la fatalité le salut pour Kant, par rapport à cette destruction permanente que produisent les sceptiques dans l'espace dogmatique et dictatorial de la philosophie ancienne, scolastique, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'en plus, ils ne visent pas à construire des édifices. Et en quelque sorte, pour reprendre des concepts à la mode, les sceptiques sont destituants. Ils ne veulent pas instituer un nouvel ordre, ils destituent les anciens édifices et ils veulent vivre un peu plus lâchement dans les structures qui, de toute façon, ont perdu leur légitimité. Or, Kant, il fait une espèce de réaction à ce moment ambigu, d'effondrement du savoir. Il veut retrouver une manière de fonder un discours rationnel nécessaire sur les réalités et en même temps de rendre possible l'espace découvert par les sceptiques et par les empiristes des objets qui nous apparaissent comme phénomènes et qu'il faut décrire. À une époque plus récente, une certaine physiologie de l'entendement humain, doctrine de l'illustre Locke, sembla un instant devoir mettre un terme à toutes ces querelles et prononcer définitivement sur la légitimité de toutes ces prétentions. Je n'entre pas dans les détails, sinon on va prendre du temps. Mais quoique cette prétendue règne eût une naissance vulgaire, étant sortie de l'expérience commune, puisque Locke il invente une science à partir des sens et de comment les idées apparaissent
d'abord par les sens et ensuite sont réfléchis pour faire des idées plus abstraites qui permettent d'organiser ces choses-là et que ça produit ensuite des régulations ou des régularités dans le savoir, dans les phénomènes. Cette prétendue reine eut une naissance vulgaire puisqu'elle sortait de l'expérience commune, que cette extraction dut rendre ses exigences justement suspectes. Il arriva cependant, grâce à cette généalogie, fausse en réalité, qu'on lui avait attribuée, qu'elle continua à affirmer ses prétentions. Autrement dit, Kant, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il y a une espèce de bourgeoisie, de basse extraction, de parvenus, qui commence à, au lieu de partir des grandes idées pures et d'essayer de les déduire, partir de l'expérience et à essayer de construire à partir des sensations une nouvelle pensée, une nouvelle conception du monde et surtout une nouvelle science. Mais que sa manière de concevoir la généalogie des idées, c'est-à-dire le fait que, à partir d'une idée sensible se construit une idée de réflexion, puis une loi qui permet de réguler ces idées, elle est fausse, parce que pour Kant, on porte en nous, dans notre cerveau, des structures qui s'impriment toujours déjà aux phénomènes, et que s'il y a des phénomènes qui apparaissent pour nous, face à nous, c'est parce qu'on a ces structures-là avant, et ce n'est pas l'inverse lockéen. Il y aurait des idées qui lentement s'accumuleraient dans l'entendement et constitueraient l'entendement. Bon. Tout retomba ainsi dans le vieux dogmatisme vermoulu et par suite dans le mépris auquel on avait voulu soustraire la science. Aujourd'hui, que toutes les voies ont été tentées en vain, dogmatisme, scepticisme, physiologie de l'entendement, il règne dans les sciences le dégoût et l'indifférentisme, doctrine mère du chaos et de la nuit, mais dans laquelle est aussi le principe, ou du moins le prélude, d'une transformation prochaine et d'une rénovation de ces sciences où un zèle mal entendu avait mis l'obscurité, la confusion et la stérilité. C'est pour montrer que Kant, c'est quand même pas mal, y compris au niveau littéraire. Donc là, c'est Kant qui se met en scène, parce qu'en fait, ce qu'il va découvrir, c'est la possibilité de critiquer ces anciens savoirs et de faire sortir par cette critique un ensemble de conditions avant toute expérience, c'est-à-dire a priori, avant qu'on ait le moindre phénomène devant nous, un ensemble de conditions dans lesquelles ces phénomènes apparaissent. C'est ainsi qu'on peut arriver à visualiser, sentir, à la fois conceptuellement et métaphoriquement aussi, ce que serait ou ce qu'est l'archéologie en philosophie par rapport à l'archéologie positive dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le texte sur Wolff et Leibniz, qui est un texte très très ancien puisqu'il a été publié en 1802 et Kant est mort en 1804, Kant définit l'archéologie philosophique comme suit. L'archéologie philosophique fait une histoire de ce qui rend nécessaire une forme de pensée. C'est-à-dire, l'archéologie, elle va montrer, à partir des faits qui ne sont pas des faits matériels ou des faits empiriques, mais des faits de la raison, c'est-à-dire tous les philosophes, ils ont pensé des choses, et parmi les choses qu'ils ont pensées, certaines pensées, certains gestes de pensée, sont comme des faits. On peut traiter une pensée comme s'il s'agissait d'un fait à partir de quel construire une théorie, une hypothèse, une déduction, un enchaînement de faits de la raison. Ce n'est pas au récit historique qu'elle les emprunte, mais elle les tire de la nature de la raison humaine, au titre d'archéologie philosophique. Pourquoi je cite cette citation ? Pour montrer que l'archéologie philosophique, même si c'est quelque chose de très différent de l'archéologie positive, matérielle, de fouilles, etc., c'est quand même l'idée selon laquelle il y a un sol qui est celui de la raison. Il y a un plan de la rationalité qui est comme la Terre et qui structure les usages de la pensée. Et que si on arrive à construire l'enchaînement des faits de raison, on arrive à voir alors les structures a priori qui régissent les usages de la pensée. Et donc il y a effectivement une archéologie où on va creuser dans les idées elles-mêmes, comme si les idées s'étaient déployées sur une strate ou un plan. Et que ce qu'il fallait trouver, c'était la Terre qui régit ce plan. Ça va ? Métaphoriquement, même si conceptuellement c'est étrange et qu'il y a des objections possibles. Après, cette idée d'une archéologie en philosophie, elle a été reprise beaucoup de fois par beaucoup d'auteurs, mais là je vous cite Husserl, qui est un auteur du XXe siècle, la transition du XXe siècle, et qui est assez connu parce que son disciple Heidegger l'a détrôné à l'université, et après on l'a plutôt retenu Heidegger, alors que Husserl, c'est quand même extrêmement intéressant ce qu'il dit, et il y a un côté moins tourné vers la poésie que tourné vers quand même les objets scientifiques, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme savoir, quelles sont les conditions de possibilité des objets scientifiques, etc. Et lui, alors comment il définit l'archéologie phénoménologique ? Là, il va carrément dans la métaphore de l'archéologie. Archéologie phénoménologique, excaver, aufgraben, c'est-à-dire vraiment tirer de la terre, faire des fouilles, les édifices constitutifs. Pensez aux métaphores, on s'en fout de savoir ce que ça veut dire. Les édifices constitutifs cachés dans les éléments bâtis, les constructions des opérations de sens aperceptives qui achèvent notre édification
comme monde d'expérience. Autrement dit, ce qui veut dire dans l'archéologie phénoménologique, c'est qu'il se dit, vous voyez là, on se balade sur la carte, on voit l'horizon, on voit les objets apparaître. Mais qu'est-ce qui les a constitués, ces objets? Qu'est-ce qui, sous ces objets, sont les principes constitutifs de leur apparition pour nous? Vous voyez une montagne à l'horizon qui apparaît quand vous vous approchez. Qu'est-ce qui fait que... quelles sont les conditions de possibilité pour que le phénomène apparaisse lui-même? On peut l'entendre comme ça. Le questionnement en retour et ensuite la mise au jour des opérations individuelles créatrices jusqu'aux ultimes et jusqu'aux archaïs afin de reconstituer à nouveau dans l'esprit en remontant l'unité évidente des validités d'êtres fonctionnant de manière diverse selon leurs états relatifs. Ok, si quelqu'un a compris cette phrase, bravo. Non mais le problème, je la cite quand même. Oui. Oui, je vais... Je sais pas si je suis la seule. Non, vous avez raison, je peux ralentir complètement. Mais cette phrase n'est pas importante, c'est juste pour vous dire qu'il y a un usage de l'archéologie en philosophie qui consiste à penser, à creuser sous les sols des phénomènes, de ce qui apparaît. Quand on étudie le sens de ce qui est, on cherche quelles sont les opérations qui ont mené à la construction de ces choses. Juste une petite question là-dessus, c'est quand même assez différent du coup, chez Kant et chez Searle, du coup. Chez Kant, en plus, il utilise souvent le mot transcendantal, enfin, il y a un truc universel. Enfin, tu vois, justement, la sphère face au territoire, la sphère, elle est universelle, quoi. Alors que lui, son arcos, machin, il est quand même sédimentaire, il est dans le sous-sol, il peut même être le fruit d'une histoire ou quelque chose comme ça. Ouais, carrément. Et puis, mais en même temps, il reprend le geste de chercher les conditions a priori d'apparition d'un certain nombre d'idées, etc. Mais ça dépend des moments, parce que Husserl, il fait beaucoup de choses différentes, et à des moments, il va appeler d'une phénoménologie transcendantale, parfois non, ça dépend des moments. Quand il fait l'archéologie, c'est moins le cas. Mais mon but n'est pas d'entrer dans le détail de ça, parce que c'est vraiment compliqué, et puis on va parler d'archéologie, c'est beaucoup plus rigolo et beaucoup plus intéressant. Je finis de parler d'archéologie philosophique avec Foucault, parce que lui, il va à la fois mettre de la distance avec la métaphore archéologique positive, c'est-à-dire il va dire l'archéologie philosophique, c'est pas... Enfin, l'histoire archéologique de la philosophie, des savoirs, c'est pas fouiller sous la terre, chercher les soubassements, c'est plutôt chercher les instaurations et les transformations de nouveaux ordres de savoir, de nouvelles manières de penser, et comment une pensée se transforme en une autre, etc. Mais il utilise ce mot, et il l'utilise pour dire simplement qu'il va faire le même geste que l'archéologie réelle, positive, mais sur les textes, enfin sur les discours, sur les formations discursives. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, l'archéologie de la préhistoire ne peut pas se fonder sur des textes, parce qu'il n'y a pas de texte. Donc elle ne peut pas utiliser des documents qu'elle interprète. Elle utilise des monuments dont elle essaye de comprendre les rapports entre ces objets, le rapport de distance, d'éloignement, le rapport de structure. Mais elle n'a pas tout de suite de texte à interpréter et à trouver le sens caché de ces choses-là. Évidemment, c'est plus compliqué. Et donc Foucault, il va poser cette distinction, y compris pour les textes, y compris pour le savoir. Il va dire, on peut lire les textes, les archives du savoir, comme si c'était des monuments. Et c'est pour ça qu'il dit que l'archéologie philosophique traite les discours non pas comme des documents qu'on interprète à la recherche d'un sens profond caché qui est le vrai sens, mais comme des monuments, c'est-à-dire on va essayer de voir tel discours, comment il s'articule à tel autre discours, comment le discours économique, tout le corpus de l'économie politique, comment il s'articule à un moment donné au discours de la biologie, comment ce discours de la biologie et de l'économie s'articule en retour à une autre science qui se développe au même moment. Et comment, en fait, on constitue un espace du savoir par différence et transformation de ces savoirs et de ces concepts. Comme je ne veux pas entrer dans le détail de l'archéologie en philosophie et aller tout de suite à la question de l'archéologie, des données archéologiques, comment elles sont reprises par un philosophe pour construire une histoire de la philosophie, mais aussi une histoire de l'humanité et de qu'est-ce qui s'est passé au moment de la révolution néolithique et avant, je vais tout de suite aller à ce livre, Jean Viulac, Anarchéologie, fragments hérétiques sur la catastrophe historique, qui est le livre d'un philosophe très particulier. Moi, je trouve qu'il faut le lire à la fois avec générosité et en même temps avec une certaine distance. Il est très imprégné de la phénoménologie dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi celle de Heidegger,
et ça pose un certain nombre de problèmes dans l'usage qu'il fait des données anthropologiques et archéologiques. Et puis aussi, surtout, le problème, c'est qu'il reconstruit une espèce de grand récit de comment on en est arrivé là, aujourd'hui. Parce que pour lui, aujourd'hui, on se trouve dans une situation de catastrophe industrielle massive. Il diagnostique les problèmes politiques contemporains comme une catastrophe industrielle, mais généralisée à l'échelle planétaire. Et son objet, c'est de répondre à la question comment on en est arrivé là. Comment on est arrivé à la révolution industrielle et à la crise écologique mondiale? Comment on en est arrivé à des situations où les États sont si constitutifs de notre manière d'être, si autoritaires et dans les hiérarchies sociales? Comment on est arrivé à l'extension massive du capitalisme mondialisé? Comment on en est arrivé à toutes ces choses? Et la question qu'il pose, c'est ça. Comment en est-on arrivé là? Et il dit que cette question, c'est un prolégomène, c'est-à-dire c'est une introduction à une autre question à laquelle il ne traite pas, et qui est comment s'en sortir? Que faire? Mais il ne la résout pas dans ce livre. Donc ça vous permet d'essayer d'y réfléchir à partir de son diagnostic, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Même on pourrait se demander si son diagnostic n'est pas plutôt en arrière de la possibilité de répondre à que faire. Peut-être que son diagnostic est trop méta, tellement englobant qu'à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Et on va le voir comme ça. Donc, le propos de Jean Violac s'enracine dans la question de qu'est-ce que c'est que la révolution néolithique? Qu'est-ce que la révolution néolithique? Qu'est-ce qui s'y passe d'un point de vue pas seulement anthropologique, mais largement d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire d'un point de vue ontologique? Quelles sont les nouvelles réalités, quels sont les nouveaux êtres qui apparaissent au moment de la révolution néolithique et qui n'existaient pas antérieurement à cette révolution? C'est-à-dire, bon, très bien. Il y a le concept de révolution néolithique, il a été posé par Very Gordon Childe à partir de 1935, dans lequel avec lequel il a essayé de construire l'idée qu'il s'est passé quelque chose de vraiment bouleversant au moment où un certain nombre d'objets ont commencé à apparaître, et ces objets, ce sont des petites haches en pierre polie. Néolithique, c'est-à-dire nouvelle pierre. Paléolithique, c'est-à-dire ancienne pierre. La transition entre néolithique et paléolithique, elle a été repérée d'abord parce qu'on a constaté, et après on a organisé les musées de cette manière-là, qu'à un certain moment, j'ai mis ça, voilà. À un certain moment, on taillait les pierres en les cassant, comme ça. On avait des pierres taillées. Vous les voyez, les silex, là, taillées. Et à un autre moment, on a trouvé de plus en plus des pierres polies. Donc ça veut dire qu'on a développé une technique artisanale de polissage. C'est ça qui, au départ, donne son nom à ce passage, cette transition, cette révolution. Mais, évidemment, pour Jean Violac, ce n'est pas tout à fait pertinent. Ce n'est pas ça qui fait le sens révolutionnaire de ce moment-là. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé il y a entre 12 et 10 000 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 et 10 000 ans? Parce que, évidemment, ce n'est pas le fait que soudain on a poli des hachettes qui fait le sens événementiel de ce truc-là. Ok. Bon, pour commencer en douceur, je peux vous citer Carteilhac, qui est cité par Jean Violac, qui dit dans La France préhistorique, en 1889, « Au point de vue industriel et social, une révolution a coïncidé avec cette transformation de la faune. On a la hache de pierre polie, on fabrique des vases de terre, on construit des monuments, on pratique l'agriculture. C'est une civilisation nouvelle, inattendue qui apparaît. » C'est-à-dire que ce n'est pas juste les haches polies qui comptent, c'est qu'il va y avoir d'autres choses qui s'y ajoutent. De la céramique, l'usage de la céramique. On va voir apparaître des monuments qui signent qu'il y a peut-être des villages solides, en dur, donc peut-être les gens ont arrêté d'être des sceptiques, des nomades, et on pratique quelque chose qui est l'agriculture. Mais on va voir que le récit à partir duquel on avait reconstitué l'événement de la révolution néolithique, il n'est peut-être pas dans le sens auquel on pensait auparavant. Pour le dire en deux mots maintenant, pour que ce soit clair pour après, on a longtemps pensé qu'il y a eu l'agriculture en premier, que l'agriculture a forcé du coup les gens à se sédentariser, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'être nomades,
que la sédentarité a produit les villes, les villages, que ça a produit des religions plus positives, que ça a produit ensuite la division du travail, etc. Mais en fait, on va voir que c'est peut-être une vision à l'envers de ce qui s'est passé, et d'autant en plus que les données anthropologiques et paléo-anthropologiques nous montrent que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Là, je vous ai mis simplement le mas d'asile, la caverne, pour montrer quelques objets qui apparaissent, des harpons, un propulseur, qui permet d'envoyer des petites flèches sur les... Puis le tannage, on voit qu'ils ont peut-être des trucs en céramique là. Bon. Mais bon, je vous ai mis ça parce que ça, c'est un moment qu'on appelle... qui appartient à l'épipaléolithique, c'est-à-dire vraiment au moment où ça va basculer dans le néolithique, pour montrer que c'est plus flou que simplement un truc tranché, et ça pose des questions sur la question de qu'est-ce que c'est qu'une révolution quand elle se fait à des échelles de temps gigantesques. Alors, où est-ce qu'a lieu cette révolution? Quel est le lieu du crime, quoi? Quel est l'espace où cette révolution néolithique apparaît, surgit? Bon. Généralement, on dit qu'elle se trouve entre le 9e et 7e millénaire, dans cet espace qu'on appelle le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est à peu près le Levant. En gros, c'est Palestine, Liban, sud de la Turquie, nord de l'Irak, et c'est un peu cette zone que vous voyez verte, autour aussi du Tigre et de l'Euphrate, la Mésopotamie. J'ai mis des plans d'une des villes les plus anciennes qu'on ait trouvées, simplement pour montrer comment ça apparaît ces structures-là, de stockage des grains. Là, ce que vous voyez en foncé sur la carte, là, c'est des espaces dans lesquels on stockait la nourriture. Tandis que ce que vous voyez en plus clair, c'est les habitations. Et vous voyez une proportion assez étonnante par rapport aux habitations. Il y en a peu, mais l'espace de stockage de la nourriture, lui, est énorme. Bon. Là, je pose les petits jalons de ce qui fait cette révolution, mais après, on va voir l'espèce de concept général qui chapeaute tout. Alors, Jean Villac soutient que l'histoire commence avec la révolution néolithique. Alors que normalement, l'histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça commence plutôt, cette pratique de construire de l'histoire, ça commence plutôt avec l'apparition de l'écriture, à partir du moment où on a des textes à lire et qu'on peut en dire des choses. Pour Jean Villac, ce n'est pas tout à fait le cas, mais pour une raison plus de conditions de possibilité. En fait, l'histoire commence un peu avant elle-même, c'est-à-dire elle commence un peu avant les documents, avec les monuments. Pourquoi? Parce que ces monuments sont la condition de possibilité qu'il y ait des documents, parce que ce sont eux qui vont régir et déterminer l'apparition de l'écriture. On dit que l'histoire commence à peu près autour d'Uruk, autour de moins 5000 ans, 4e millénaire, etc., avec le proto-cunéiforme, qui est une écriture pas comme le cunéiforme, un peu plus linéaire, il n'y a pas de phonétique, etc. On peut penser à l'épopée de Gilgamesh qui apparaît dans ces eaux-là, même si elle remonte un peu plus. Bref, on commence à écrire avec le proto-cunéiforme, et généralement on fixe le moment où l'histoire de l'humanité apparaît à ce moment-là. Or, faire cela, c'est ne pas voir ce qui a surgi avant et qui a rendu possible même l'écriture. Pour Villac, l'écriture n'est pas tellement une cause de l'histoire des hommes, du fait qu'on commence à pouvoir raconter un récit sur les hommes, elle est plutôt un effet de conditions matérielles concrètes qui ont rendu possible l'écriture. Je vous lis ce que j'ai écrit. L'écriture est un effet de la mise en place de pouvoirs administratifs avec besoins statistiques et gestionnaires, pouvoirs fondés sur société de classe et économie de production, stockage et prélèvement par impôt. Bref, tout ça, la possibilité d'une société hiérarchisée, structurée autour du travail, de la production, de l'agriculture, etc., c'est ça qui rend possible l'écriture. Et donc l'histoire humaine commence avant l'histoire de l'écriture. Lévi-Strauss le disait aussi dans Triste Tropique, on doit voir en elle, l'écriture, un résultat déjà lointain et sans doute indirect de la révolution néolithique. Au néolithique, l'humanité a accompli des pas de géant sans le secours de l'écriture. Avec elle, les civilisations historiques de l'Occident ont longtemps stagné. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est qu'on a généralement l'impression que l'écriture, ça fait un boom incroyable, que ça révolutionne toutes les structures sociales. Mais ça va le faire lentement. Mais en réalité, le moment néolithique est beaucoup plus impressionnant en termes d'apparition de nouvelles entités qui n'existaient pas auparavant, de nouvelles réalités qui vont définir l'homme tel qu'aujourd'hui on croit que c'est l'homme de tout temps. Alors, la position philosophique de Jean Villac consiste donc à relativiser l'écriture comme fondement, comme début,
Et donc de faire de la philosophie un peu avant la question du texte et de l'écriture. Faire de la philosophie non plus comme philologie, c'est-à-dire étude des textes. Nietzsche faisait de la philosophie en philologue, c'est-à-dire il étudiait les textes, les étymologies, il montrait la construction des concepts à un moment donné, les faux, les vrais, etc. Mais on va devoir passer à un stade où la philologie elle-même n'est qu'un élément dans une pratique de la philosophie plus large, qui n'a plus besoin d'aller s'inscrire dans l'enchaînement des textes, mais qui doit trouver en dessous des textes, un peu à la manière d'un marxiste, la praxis, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques humaines. Je ne vais pas dire matérielles parce qu'on va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Dans sa quête du commencement de l'histoire, la philosophie est alors contrainte de quitter le domaine familier et bien assuré du monde grec, le logos, la raison, et on va penser à partir de la raison et du logos, pour s'avancer à tâtons dans les âges obscurs, c'est-à-dire obscurs, on n'a pas trop d'informations sur ça, qui sont préhistoriques. La modernité, à partir de la... Voilà. Et ça, pour Jean Violac, ça détermine quelque chose de très intéressant. Ça détermine non pas notre passé, mais les conditions actuelles dans lesquelles s'opère la pensée. La période moderne qui s'achève, qui est en train de s'épuiser, qui a été annoncée morte à 1000 fois. Par exemple, là, il y a un philosophe qui est mort, Bruno Latour, qui avait écrit « Nous n'avons jamais été modernes » pour montrer que la modernité, c'était un système, mais qui n'était pas objectif, pas vrai. Ce n'était pas un système inscrit dans la réalité, mais c'était une manière d'agencer une puissance sociale collective, celle de l'Occident. Eh bien, aujourd'hui, on est à la fin de cette conception de la modernité. Il y a déjà eu les philosophes postmodernes, dans un contemporain compliqué. Les principes qui régissaient notre pensée, notre pratique sociale, ils sont en train de s'effondrer. Donc on n'est plus dans la modernité. Mais alors, qu'est-ce qui se passait à la modernité ? À la modernité, à partir de la Renaissance jusqu'à Winckelmann qui se retourne vers les arts grecs, etc., à la fin du XVIIIe siècle, la modernité fut la résurgence de l'Antiquité gréco-romaine. Notre époque est celle de la résurgence de la préhistoire. C'est-à-dire que la modernité s'est constituée, non aussi et en partie par un retour aux sources gréco-romaines. Les textes de Platon, Aristote, mais aussi la politique, le droit romain, enfin tout un tas de concepts qui vont revenir. Et si vous pensez simplement à un phénomène moderne le plus absolu, qui est la Révolution française, le plus brutal, le plus en tout cas mythifié, les révolutionnaires n'avaient de cesse de référer à l'Antiquité gréco-romaine. Or, aujourd'hui, notre époque, elle est déterminée non pas par la résurgence de l'Antiquité gréco-romaine, elle est critiquée, coloniale, elle pose des problèmes, il faut la déconstruire, elle est trop fondée autour du logos, faussement universel, il y a plein de problèmes. Mais du coup, on remonte plus loin encore pour essayer de comprendre, fonder ce qui nous arrive, et on remonte à la période de cette révolution néolithique. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment ? La modernité avait ébranlé avec la révolution copernicienne la place de l'homme dans l'espace. Notre époque a ébranlé son rapport au temps en découvrant des millions d'années qui ont précédé son avènement. On va laisser Rouliane et les autres arriver et s'installer tranquillement. Ou alors leur dire juste de se taire. Donc vous voyez ce que j'essaie de faire avec Violac, c'est d'articuler l'archéologie en tant que science discipline positive, ces données, et aussi une question de la pratique de la philosophie. On a compris, j'essaie de faire les deux. C'est pour ça que ce n'est pas tout à fait de l'archéologie, pas tout à fait de la philosophie, mais qu'on essaie de voir un peu un problème contemporain. L'hypothèse de Jean Violac, qui n'est pas une hypothèse complètement absurde, c'est qu'en réalité, le développement de l'archéologie au XIXe siècle, au niveau de sa théorie, de ses méthodes, et même de ce qu'on peut en tirer comme conséquences politiques, sociales, culturelles, elle a pour condition paradoxale de possibilité la révolution industrielle. C'est-à-dire que quand on va chercher le plus ancien, c'est aussi parce qu'il y a la révolution industrielle qui s'est installée en faisant quoi ? En retournant les sols. Pour construire les villes, construire les routes, construire les ponts. La révolution industrielle s'accompagne d'un mouvement d'urbanisation massif où on va découvrir de plus en plus les souterrains de notre propre civilisation. D'ailleurs, la notion de préhistoire apparaît dans un mémoire, le mémoire sur l'industrie primitive en 1847 de Boucher de Perthes. Le concept de préhistoire apparaît à ce moment-là, et c'est un mémoire sur quoi ? Sur l'industrie primitive.
Au départ, l'archéologie, quand elle se constitue comme c'est quoi les industries anciennes, les formes d'industrie anciennes. Parce que nous, on est dans la révolution industrielle mécanisée, on est passé de la manufacture à la manufacture sérielle et puis à la grande industrie. Bref, on a un moment où on s'intéresse à l'activité productrice humaine, comment les hommes produisent des choses, techniquement. Donc ce qui est intéressant comme condition de la pensée pour Jean Vulac, c'est que la possibilité de l'archéologie dans ces méthodes, elle est déterminée par la condition contemporaine de la révolution industrielle. En gros, le retour à la révolution néolithique, à la compréhension de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, est fondé sur une autre révolution qui est la révolution industrielle. Ça, au présent, ça va ? Ok. Je vous lis une citation de Vulac. « C'est ainsi, au moment où l'activité productive humaine connaît son plus radical bouleversement, que les modalités d'exercice d'activité sont reconnues comme critères de classification de l'histoire des hommes. Et en philosophie, c'est au moment même où ce déchaînement de la productivité a lieu, dans les années 1780, que s'impose avec Kant la philosophie transcendantale qui fonde tout objet sur une activité productive subjective jusque-là inaperçue. » Quel lien y fait Vulac entre l'apparition de la révolution industrielle qui va constituer la pratique sociale autour de la productivité, c'est-à-dire extraction de ressources, production de ressources, et l'humanité devient celle qui s'autoproduit, et la philosophie transcendantale? Quel rapport il y a entre les deux? Eh bien, chez Kant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Kant, il a bien remarqué que la science, c'est de la construction d'objets. Les objets, ils ne nous diront pas leur vérité eux-mêmes, il faut les construire pour les connaître. Et il a bien compris que les phénomènes qui nous apparaissent, contrairement à ce que disent les empiristes et les sceptiques, les phénomènes qui nous apparaissent dans l'expérience sensible sont en fait déjà produits et constitués par des structures qui sont les structures du sujet. C'est-à-dire, dans ma tête, il y a comme des moules qui viennent structurer, avant même toute expérience, comment l'expérience va m'apparaître. Donc, ce que dit Jean Vulac, c'est que cette sphère, ce moment où apparaît l'archéologie comme discipline, apparaît l'industrialisation du monde comme productivité, et aussi le moment où la philosophie se met à penser autour de l'idée d'une productivité et d'une production. Ce qui est intéressant, du coup, c'est-à-dire qu'on articule des niveaux très différents de savoir, de connaissances, et que peut-être que tout ça, ça forme système dans une cosmologie. En fait, peut-être qu'on est dans une sorte de cosmologie intégrée où il y a des philosophes qui, au niveau du sujet, vont justifier l'existence du centre de notre manière de penser qui est la production. Au niveau archéologique, on va dire, regardez, il y a des industries partout, etc. Et au niveau de la pratique sociale collective, elle est structurée autour de la productivité de biens, de consommation, d'échange. J'avais noté que l'archéologie préventive apparaît justement du fait que la révolution industrielle, l'urbanisation, bon, c'est plus tardif, l'archéologie préventive, mais elle apparaît justement de cette tension entre le fait qu'on retourne les sols partout et qu'on découvre des sites et que les gens ils font « ouais, peut-être on les préserve, peut-être qu'on les étudie, etc. » Ça veut dire... Les fouilles avant les travaux, c'est ça C'est pas des fouilles, c'est des fouilles enfin, on fait pas des fouilles, on fait des travaux, on découvre des sites, et du coup on se dit il faut les protéger. Et donc l'archéologie préventive, elle vient, elle arrête un chantier et dit oh attendez, on va pas construire cette autoroute là, ou alors on va faire attention parce qu'il y a telle et telle chose qui apparaissent du sol. Il y avait ça à Lyon, il y a ça un peu partout. Ok. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la pensée qui se pense comme archéologie, l'archéologie comme science positive, et la pratique sociale qui nous structure, se pense sous l'horizon de la production. Voilà, ça c'est le concept qu'on peut dire. La production devient un nœud à partir duquel plein de choses se pensent. Quoi. Je vous cite cette phrase de Jean Vulac, c'est dans cet horizon que se situe la prospection archéologique qui, depuis plus d'un siècle, de façon de plus en plus méthodique et systématique, inspecte, creuse, fore, racle la surface de la Terre pour en retirer par millions des fossiles, vestiges et traces ensuite stockés et accumulés dans des musées. Les sites préhistoriques sont d'ailleurs nommés gisements par les archéologues. Vous voyez bien qu'il y a une analogie entre la pratique en apparence non idéologique, simplement pratique qui consiste à comprendre les objets du passé, les faire sortir et puis les exposer, et aussi cette pratique d'extractivisme productiviste qui caractérise la révolution industrielle. On tire du sol les objets archéologiques, les artefacts et les écofacts, de la même manière qu'on tire du sol du pétrole et du gaz, en gros. Enfin, selon la même matrice. Bon, maintenant, la question c'est, on veut savoir quelle est la révolution néolithique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi c'est important pour la pensée? Et puis,
quels sont les éléments de cette révolution? Comment se sont articulés entre eux? Vioulac, il détermine 3 moments de cette révolution qui s'articulent ensemble et qui s'enchevêtrent. En fait, au moment de la révolution néolithique, il se passe quelque chose qui est, l'apparition de l'homme en tant que souverain de la nature, en tant que maître et possesseur de la nature. Donc on dit souvent que c'est le XVIIe siècle, Vioulac qui remonte au néolithique. On va voir pourquoi, quels sont ses arguments. Et ce sera plus tard qu'on discutera, parce que je vous restitue ce que dit Viollac, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord complètement avec son récit, cette philosophie de l'histoire, cette reproduction du récit historique. Donc, révolution anthropocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement... Pourquoi il dit cratique, anthropocratique? Parce que kratos, ça veut dire pouvoir, et la révolution, c'est l'homme devient le maître de son environnement, de lui-même, et y compris des autres hommes et des animaux. Révolution sociocratique. Pourquoi? Parce que sur les hommes, quelque chose apparaît qui les dépasse et qui est la société, la puissance sociale en général, qui, en retour, inscrit dans les sujets des manières de penser, des manières de se rapporter les uns aux autres, qui n'existaient pas, selon Viollac, dans la période précédente, paléolithique, et encore avant, où la structure sociale principale, c'était le nomadisme et des bandes de 50 personnes. Ok. Révolution sociocratique. Et enfin, dernier élément, révolution théocratique. L'idée que la société comme puissance sociale va être aussi conçue ou vue à travers une divinité, une divinisation, en gros, de cette société. Bon. Là, je vous restitue vraiment la position de Viollac et sa constitution. Normalement, dans mon exposé, je devais parler ensuite de l'anthropologie anarchiste de Graeber et Wengrow, et je devais vous montrer pourquoi moi je pensais que les choses étaient différentes à partir de ce que disent les anthropologues anarchistes. Mais jouons au jeu de ce qu'il dit, et après on le critiquera, on posera nos propres positions. Bon. Alors d'abord, il faut quand même éclairer un point. On parle de révolution pour un truc qui a duré entre 2000 et même un peu plus, milliers d'années, quoi. Donc comment ça peut être une révolution? Alors que nous, on a le concept de révolution très caricatural, je l'entends, qui est genre révolution française, on prend la Bastille, c'est fini, quoi. Événement. Et en plus, cette idée-là même, pour la Révolution française, n'est pas tout à fait juste. Mais on a une conception de la Révolution comme un grand événement à un moment donné qui institue un nouvel ordre. Donc comment parler de révolution pour un processus qui a duré très longtemps? Bon, bah, en fait, l'idée c'est que, comme le dit Alain Testard, la notion de révolution, elle ne veut pas juste dire ça, elle ne veut pas dire instauration d'un nouvel ordre sur un événement. Elle veut dire beaucoup de choses. Je vous lis sa citation. Contre la notion de révolution néolithique, on a dit beaucoup qu'elle avait duré longtemps, comme si c'était un argument contre l'idée d'une révolution. Mais ceci ne s'oppose pas ni à l'idée ni au mot de révolution, qui désigne le retournement d'une chose sur elle-même et s'applique pareillement à un retournement de situation, donc un changement complet. Donc premier élément du concept de révolution, on s'en fiche que ça dure 1000 ans. Si il y a bien un processus qui retourne, inverse un certain nombre de situations de départ. Premièrement. Donc il faut penser plutôt à une révolution processus plus qu'une révolution événement. Mais en plus, le concept de révolution s'applique ici a posteriori. Si on parle d'une révolution néolithique, c'est par ses effets, par les conséquences que ça a eues sur le monde et sur comment elle s'est réalisée, cette révolution. Et donc c'est sur sa longue durée qu'on se penche quand on parle de révolution. Son apparente rapidité n'apparaît que rétrospectivement par rapport à la très longue durée des étapes précédentes de l'histoire humaine. Au fond, 2000 ans, c'est quoi par rapport à l'apparition des premiers même Homo sapiens? 335 000 ans. Donc 335 000 ans, 2000 ans, c'est pas si énorme. Les premiers hominidés, 1 million d'années. C'est pas si énorme, en fait, comme temps, comme durée, si on relativise les échelles. Et donc on peut même y voir un événement de 2000 ans, après tout. Bon. Donc, la question de qu'est-ce que c'est qu'une révolution, c'est pas une question de temporalité, c'est une question de est-ce qu'un ancien principe qui régissait la vie collective est destitué, abattu, on ne vivra plus comme ça, et est-ce qu'un nouveau principe s'est institué ou pas, et quels effets ça a produit. Et donc, globalement, une révolution se détermine par l'apparition de nouvelles conditions et de nouveaux êtres qui n'existaient pas auparavant. Alors, premier type d'élément de révolution, la révolution anthropocratique.
D'abord, pour pouvoir comprendre cette révolution anthropocratique, il faut y voir les conditions. Il y a un ensemble de choses. Il y a 12 000 ans, entre 12 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, on voit apparaître quelque chose d'étrange. On voit des premiers villages, des premiers hameaux, qui ne sont pas très grands, qui ne dépassent pas les 2000 mètres carrés, mais c'est quand même beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. Avec des vingtaines de maisons, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous vous rappelez, il y a les petites maisons, puis les espaces de stockage. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment où l'agriculture apparaît? Non. Ce qu'on a découvert avec les données archéologiques et paléoanthropologiques, ce qu'on a vu, c'est que la sédentarisation, le fait de s'installer quelque part, n'est pas synonyme immédiatement, dans le temps, à agriculture. Ce n'est pas parce que les gens ont fait de l'agriculture qu'ils se sont arrêtés. La sédentarisation commence par exemple avec la civilisation natoufienne en Syrie-Palestine. C'est une civilisation qui a été nommée par Dorothy Garrod. Je vous ai mis sa tête là. Et cette civilisation natoufienne était dans des conditions environnementales assez abondantes, de blé, d'orge, etc. Elle n'avait pas besoin de cultiver, de construire un système agricole et donc de mettre au travail un certain nombre de gens. Donc l'agriculture ne coïncide pas avec la sédentarité, la sédentarisation. Je vous lis la citation de Violac qui pose une distinction fondamentale, qui est pour lui la distinction qui va se redoubler d'une autre distinction, et qui marque le passage entre le paléolithique et le néolithique. Ainsi se produit une transmutation majeure du rapport à l'espace. Pourquoi? Parce qu'on a des villages et qu'on s'est sédentarisé. Le chasseur-cueilleur se déplace sur un territoire de chasse, de cueillette, vaste et diffus. L'agriculteur-éleveur, quant à lui, a un champ qui est strictement délimité et localisé, clôturé quand il y a des bêtes, et qui surtout est aménagé, épiré, essarté, défriché, labouré par un travail. L'homme ainsi produit son propre espace qu'il organise et divise en fonction de ses activités ou besoins. De même se produit une transmutation du rapport au temps. Le chasseur-cueilleur vit dans l'immédiateté, en ce qu'il consomme immédiatement les fruits de sa collecte. L'agriculteur planifie son activité, stocke ses denrées et gère ses stocks, et ainsi organise son temps. Il travaille en sachant que le résultat de son travail se fera attendre. Il met ses semences en terre et assiste à leur croissance. C'est d'ailleurs du néolithique que date le plus ancien calendrier connu. Ok. Qu'est-ce que repère Violac? Là, il est passé au moment où il y a eu l'agriculture, mais qu'est-ce qu'il repère entre le moment sédentarisation et agriculture? Il repère que c'est la topologie et c'est l'espace-temps qui change, littéralement, l'espace-temps de la vie collective qui change. Pourquoi? Parce que c'est une vision caricaturale. Il se fait à lui-même les objections qu'on pourrait lui faire. Mais c'est vrai qu'en général, les chasseurs-cueilleurs se déplacent en fonction des saisons, des nourritures, et ils nomadisent, ils ont un territoire, et ils prélèvent. Ils sont dans le food gathering, c'est-à-dire ils rassemblent de la nourriture qu'ils vont prélever quelque part. La nature, de manière un peu métaphorique, est donatrice. Non pas et dans la conception agricole sédentarisée avec un champ, la nature est moins donatrice. La nature, il faut la travailler. Et donc, il faut produire sa nourriture, ce qui n'est pas exactement la même chose que simplement la rassembler, la cueillir ou pourchasser sa proie. Et donc, ça produit une transformation qu'on pourrait dire, avec Kant, transcendantale. C'est-à-dire une transformation des conditions de possibilité de l'expérience. Pourquoi? Parce que c'est une transformation des conditions dans lesquelles on va vivre le temps et dans lesquelles on va vivre l'espace. Quand on est nomade, on ne ferme pas avec des clôtures l'espace du village ou l'espace du camp. Quand on est nomade, généralement, on peut avoir des cimetières, mais globalement, on abandonne les morts. Tandis que avec la sédentarisation et avec l'agriculture, on va faire des nécropoles, donc on va situer les morts et construire à partir de là. Bon, il y a un certain nombre de choses donc, qui changent la forme de l'espace, forment le rapport entre le dedans et le dehors, mais aussi qui changent la forme du temps. Parce qu'on doit attendre, on doit travailler les choses aux bonnes saisons, organiser l'apparition des cultures et un certain nombre de choses. Vous voyez bien que c'est vraiment une révolution au sens fondamental, ce n'est pas une révolution superficielle. L'espace et le temps sont modifiés dans l'expérience. Donc on passe, pour Jean Violac, de quelque chose qu'on pourrait appeler la forêt donatrice, qui donne à bouffer, et à l'espace de la domus, l'espace de la maison en latin. Et en grec, c'est oikos, qui a donné économie. On passe donc d'un moment de gathering, de rassemblement, de cueillette, de chasse, à un moment où il faut produire sa nourriture et organiser l'espace en fonction de la production.
On passe à un usage différent du corps. Pour Jean Violac, on passe du maniement du réel à la manipulation de ce réel. C'est une distinction qu'il aime bien faire, il aime bien jouer avec les mots et donc faire des distinctions conceptuelles sur la base de jeux de mots. Et donc je vous ai mis une longue citation où il construit cette espèce de glissement sémantique qui explicite le passage de la forêt donatrice à la domus. Je vous lis. Nouvel écosystème, double mouvement d'anthroposisation de l'animal homme et d'anthroposisation de la nature. La technique procède en effet de la main, qui est en puissance tout outil. Avec la main, on peut utiliser tous les outils et puis on peut construire tous les outils. Elle est en cela habileté manuelle. D'abord et avant tout affaire de gestes, c'est-à-dire de manière, du rapport pratique d'un corps vivant à ce qui est sous la main et à portée de main. De ce point de vue, la mutation décisive est alors le passage du maniement à la manipulation des espèces naturelles, qui permet de faire main basse sur les ressources de la nature et d'avoir ainsi la main mise sur elles, de produire un environnement à sa main, un champ de manœuvre, champ de l'espace duquel l'animal que l'homme élève, soigne, traite, tond et caresse, est alors traité avec mansuétude. Le mot mansuétude vient de l'idée d'être accoutumé à la main humaine, donc domestiqué. Donc là, on est dans le style philosophique de Violac, qui aime bien se placer dans le vocabulaire et les déplacements du vocabulaire pour penser des distinctions, etc. C'est une pratique de la philosophie qui en partie qui vient d'Heidegger et qui n'est pas forcément tout à fait folle, mais en même temps qui parfois nous égare. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous ai dit que c'était une révolution anthropocratique. Au moment où apparaît la maison, le champ, l'espace fermé, la sédentarité. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'homme, bizarrement, dans l'archéologie, commence à apparaître comme figure à taille, à échelle. Je vais vous montrer des images. Première représentation de l'homme grandeur nature. Avant ce moment, on n'a quasiment pas de figure de l'homme, et plutôt l'homme mâle, à échelle humaine. On a des petites figurines, on a par exemple toutes les Vénus, vous savez, ces Vénus féminines qui remontent à 35 000 ans, etc., comme Wallendorf, etc. Mais c'est à ce moment-là, bon, en tout cas dans les découvertes, qu'on voit apparaître des hommes grandeur nature. Par exemple, à Balıklıgöl, en Turquie, on a trouvé ce qu'on appelle l'homme d'Urfa, qui date du 9e millénaire. Il est en calcaire avec des yeux d'obsidienne. À Göbekli Tepe, en Turquie, on a trouvé des représentations humaines gravées sur les énormes piliers en pierre du temple de Göbekli Tepe. Ça date d'il y a 12 000 ans. Et à Ain Ghazal, en Jordanie, 30 statues anthropomorphes en chaux sur armature de roseaux. Regardons leur tête. Ça, c'est l'homme d'Urfa. Vous voyez, cette photo, elle permet de voir qu'il est quasiment, il fait 1m90, je crois, il me semble, quasiment à taille humaine, quoi. Peut-être même plus grand, parce que d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on fasse tous 1m90. Donc vous voyez, ça c'est l'homme d'Urfa, calcaire, et ses yeux sont faits en pierre d'obsidienne noire. Ça, c'est Göbekli Tepe. Je vous l'ai montré pour montrer le site archéologique, comment il est constitué, on va en parler un peu après. Et on trouve à Göbekli Tepe des espèces de piliers anthropomorphes, gravures anthropomorphes, et puis des colonnes avec des figures humaines les unes sur les autres. À Ain Ghazal, on trouve les 30 figures humaines, et eux, ils sont vraiment très drôles si on regarde leur tête, et qui sont faits à la chaux avec une armature en roseau. Et donc c'est assez étonnant, mais à ce moment, cette révolution anthropocratique, ça flotte pas dans l'air. C'est-à-dire, c'est bizarre, mais il se trouve que les hommes, quand ils ont commencé à sédentariser et à faire de l'agriculture, dans ce contexte un peu étrange, mais on verra qu'après on a des objections à faire à Violac, parce que par exemple Göbekli Tepe, c'est pas à un moment un temple de sédentaires, en fait c'est des groupes nomades qui se réunissaient. Mais bon, dans cette histoire-là que raconte Violac, on voit que la figure humaine apparaît et à échelle. Pour le coup, Michel Cauvin, il fait la démonstration. Pour lui, c'est cette structure de l'ordre symbolique qui précède la révolution néolithique. Oui, exactement. Göbekli Tepe, ça permet de créer ce moment de structure. C'est la fin. En fait, on va faire. Non, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'en gros, quelle est la cause de tout ça? À la fin, ce qu'on va dire avec Violac et Cauvin, c'est l'idée que
ce qui détermine, ce n'est pas tellement l'évolution des conditions matérielles, des outils, etc., mais en fait des structures métaphysiques, des structures théologiques. C'est-à-dire, il y a un long changement dans la manière de concevoir les dieux, leurs fonctions, etc., les êtres naturels. Et c'est ça qui va déterminer un certain nombre de productions. Mais on va voir pourquoi, comment ça se constitue. Bon, vous voyez ces figures humaines à échelle à peu près. Je vous ai mis ça, pourquoi? Parce que Jean Violac dit « Il suffit de voir, de comparer un dessin des grottes de Lascaux, dans le puits de Lascaux au XVe millénaire, avec une fresque au taureau de Çatalhöyük en Turquie du VIe millénaire, pour voir que quelque chose dans la place de l'homme par rapport aux autres êtres non humains a changé. Dans le puits de Lascaux, cette fresque, il y a un très très bon livre de Jean-Louis Lequelec qui résume toutes les interprétations, et donc on n'a pas d'interprétation définitive, et le plaisir c'est le pluralisme des interprétations, mais bon, lui, il l'interprète comme l'idée que ce chaman, cet homme à tête d'oiseau, qui sera un chaman, se fait renverser par une force colossale qui est celle de la nature dans un accident plus ou moins de chasse. Ça, c'est l'interprétation pour laquelle opte Jean Violac. Et c'est ce qui se passe à l'époque où, où les hommes étaient nomades et vivaient plutôt dans les cavernes et ne construisaient pas des villages en dur et pas de mégalithisme. Donc ça, c'est 15e millénaire. Bon, on verra que c'est plus compliqué, mais 15e millénaire. Et là, quand on passe au 6e millénaire, qu'est-ce qu'on représente à Çatalhöyük, en Turquie? Une ribambelle de petits humains en train de dompter une force de la nature, un énorme bison. Vous voyez, celui-là, le bison, il a déglingué l'homme, trop faible, qui, à la limite peut-être, fait semblant d'être mort pour s'échapper, mais on voit bien qu'il ne domine pas l'élément naturel, le non-humain du bison. Tandis que Est-ce que c'est dans l'image avant là, c'est testicule hypertrophié là certains interprètent ça comme plusieurs choses. Il y a 3 interprétations. Soit c'est les testicules hypertrophiés, c'est pas très certain. Soit c'est les entrailles de l'animal qui tombent parce qu'il a été atteint par une sagaie, comme on peut voir là. Soit c'est peut-être la poche amniotique est en train de donner bas. Et ça, c'est dans différentes interprétations, ça dépend comment on comprend l'image. Est-ce qu'on voit une scène rituelle chamanique d'un mec qui rentre dans les étoiles et qui communique avec les animaux? Est-ce qu'on voit une chasse qui tourne mal? Est-ce qu'on voit... Bon, bref, on ne sait pas exactement ce que c'est que cette image. Mais ce qu'on est sûr, c'est que l'homme est en mauvaise posture. Il n'est pas dominateur de l'élément non humain. Tandis que ici, c'est intéressant, la coopération d'une dizaine de petits hominidés permet de dompter l'énorme masse naturelle. On va voir que ça a un sens profond pour la question de la révolution néolithique. Ça, c'est ce que nous dit Violac. Il suffit de comparer la scène du puits à Lascaux du XVe millénaire avant notre ère, où un petit homme à peine esquissé, un chaman, est renversé par un bison énorme dans une chasse qui a mal tourné, à la grande fresque de la capture du taureau de Çatalhöyük, Turquie, datée du VIe millénaire, où l'animal, la bouche ouverte et la langue pendante, entouré de dizaines d'hommes armés, est la figure même du dominé pour saisir la position nouvelle qui est celle de l'homme dans la nature et par rapport à elle. On voit la petite langue dans la reproduction là. Alors, si on était vraiment pointilleux et qu'on regardait vraiment ces images lentement, c'est pas tout à fait sûr qu'il y a ça. D'ailleurs, le bison, il a l'air blessé, quoi. Bon. L'autre, elle est énorme par rapport au petit. Et là, le bison, il est gigantesque. Bon. Mais en même temps, il y a une véritable révolution anthropocratique fondée sur ces indices archéologiques que sont 1. L'apparition des figures à échelle humaine, 2. L'apparition de représentations où l'homme vainc la nature. Alors là, c'est un passage que je vous ai mis pour vous montrer des choses que je trouve très belles et en même temps qui seraient des objections à faire à Violac, mais c'est des objections qu'il se fait à lui-même. Donc, on va voir un peu comment il essaye de se mettre en rapport à ces objections. En fait, pour penser une révolution anthropocratique, c'est pas grave s'il y a eu des choses un peu bizarres avant ce moment révolutionnaire. C'est-à-dire, par exemple, on peut très bien montrer qu'au Paléolithique, il existait des maisons. Enfin, des formes de maisons, en tout cas des espèces de constructions plutôt statiques et sédentarisées, comme à Kostienki en Russie, qui sont faites avec des os de mammouth. On l'a appelé ça Bonehenge, comme Stonehenge. Vous voyez, c'est des espèces de structures, de temples. Bon, on a trouvé ça. Donc ça pourrait dire, bah attends, ça existe déjà le Paléolithique, donc c'est pas dépendant de la structure sédentarisée, agriculture, etc. Ou alors,
On trouve de la maîtrise de la céramique à Dolní Věstonice en Tchéquie, par exemple. Ça, c'est de la céramique noire. Petite représentation de silhouette d'une Vénus, il y a 25 000 ans. Ou encore, il existe en Serbie une nécropole que je trouve très très belle, avec ces espèces de figures poissonneuses, là, Lepinski Vir, il y a 8000 ans, qui est comme ça, là, vous voyez, où on a un usage, où on construit une nécropole, quoi. C'est-à-dire un espace dans lequel on enterre les morts, qui est fixé, et donc qui implique peut-être un culte des morts, une pratique liée aux morts. Donc on pourrait se dire, ah mais alors, bon bref, il y a des choses très... C'est hétérogène, quoi. Et enfin, il va ajouter, ce qui est vrai, on a trouvé plein de chasseurs-cueilleurs qui étaient aussi stockeurs, c'est-à-dire qui avaient aussi des stocks. Donc c'est pas si simple de dire tout de suite, il y a une révolution, paf, on se met à stocker, paf, on se met à l'agriculture, paf, on se sédentarise, etc. Si c'est pas si simple, Violac qui va répondre à ça là, c'est pas grave, parce que ce qui compte, et donc là il a un modèle de transition de phase, ou un modèle presque de mécanique statistique, quoi. Il dit ce qui compte, c'est l'effet de seuil. C'est-à-dire, il peut y avoir au Paléolithique plein de pratiques qui ressemblent à celles qui vont annoncer la révolution néolithique, mais ce qui compte, c'est le moment où on passe de l'état généralisé plutôt nomade à cet état sédentarisé qui fait, une fois qu'on a passé cet effet de seuil, on ne reviendra plus en arrière. Voilà comment il le pense, un peu à la manière du passage de l'eau solide au liquide. Bon, les choses s'agitent, on peut dire qu'il y en a qui sont plus lentes ou d'autres, mais à un moment donné, ça devient de l'eau liquide. Bon, il faudrait critiquer ce modèle, je pense. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon modèle. Ok. D'accord. Mais quel était le principe qui a fait que cet effet de seuil a été rendu possible, et quelle est l'entité qui est apparue à partir du moment où l'homme est apparu comme figure à l'échelle? On a vu donc l'homme se découvre la capacité de domestiquer des trucs, de sédentariser, de faire de l'agriculture, et finalement il se représente lui-même parce que en fait c'est lui qui est le plus important, et il représente moins les animaux, les machins comme ça. Ou en tout cas quand il les représente sous sa servitude. Bon, mais qu'est-ce qui se passe en plus avec l'apparition de l'homme face à la nature? Pour Violac, il se passe une autre révolution, en même temps que cette première révolution, qui est la révolution sociocratique, c'est-à-dire l'apparition de la puissance sociale, qui devient un élément qui n'existait pas auparavant et qui est lié à un accroissement démographique. Alors, expliquons. Au moment où en gros, le raisonnement est assez simple, au moment où on se sédentarise et puis qu'on commence après, plusieurs années après, plusieurs centaines d'années après, à faire de l'agriculture, eh bien, le régime alimentaire change, mais aussi le taux de fécondité des femmes. La statistique que donne Violac, c'est 3 fois supérieur aux nomades. Donc, au moment de la révolution néolithique, dans cette longue période, dans ce processus, on passe de 500 000 humains à 5 millions. C'est quand même assez rapide. Il y a une explosion démographique. Or, cette explosion démographique, qui ne serait que quantitative et qui ne devrait pas imposer à la structure sociale et au monde dans lequel on vit un nombre des lois ou des nouvelles formes de pensée ou de structure, eh bien, cette quantité, par effet de seuil, produit une nouvelle qualité de manière d'être, des nouvelles entités. Quelle est cette nouvelle entité qui apparaît pour Violac? Je l'ai encore dit, je l'ai anticipé 1000 fois, c'est la puissance sociale. Maintenant, expliquons comment elle apparaît. Si chez les chasseurs-cueilleurs, on n'était pas plus de 25 personnes, parfois même, s'il y avait des confédérations de chasseurs-cueilleurs nomades, on pouvait être à 500 personnes, quoi. C'était pas énorme. Avec, je vous lis la citation de Violac, page 112, le passage à des communautés de plusieurs milliers d'habitants, qui plus est sédentaires, qui doivent donc régler leurs différends autrement que par l'éloignement, parce qu'effectivement, si on a des communautés nomades qui se déplacent, etc., qui ont des territoires, il est possible que s'il y a quelqu'un qui fait chier, il change de groupe, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait chier et qu'on ne peut plus bouger, qu'on est au même endroit? Bon. Qui doivent donc régler leurs différends autrement que par l'éloignement, a ainsi imposé d'emblée de nouvelles façons de vivre ensemble, de nouveaux modes de vie collectifs, une nouvelle organisation des rapports entre familles et entre individus qui est manifeste dans la transmutation du rapport à l'espace. Chasse et cueillette conduisent les bandes tribales à une activité diffuse et dispersée, agriculture et élevage présupposent la concentration et l'organisation du travail, en même temps que le processus de décision impose de passer à un niveau d'organisation supérieur impliquant la hiérarchie.
On verra, quand je ferai plus tard la deuxième partie de ce truc, que c'est moins certain, enfin que c'est pas tout à fait certain. Il y a eu des villages agricoles parfaitement non hiérarchiques. Et, enfin, il n'y a pas de nécessité. Ce qui est gênant dans l'histoire philosophique, c'est qu'on redonne de la nécessité pour des processus, alors que dans l'histoire philosophique anarchiste de Graeber, c'est différent. Bon. La transformation des habitations, de la terre et des bêtes en possession, quel que fût le régime de propriété qu'évidemment nous ne connaissons pas. L'accumulation de produits du travail, ainsi devenu richesse, impliquait de même non pas forcément l'apparition ex nihilo des inégalités, mais leur redéfinition comme inégalités socio-économiques. C'est-à-dire qu'il pouvait bien y avoir des inégalités chez les chasseurs nomades, mais maintenant, ça devient des inégalités matérielles liées à la production sociale collective. Et la production se fait par organisation du travail. Donc, ce qui est l'originaire de la révolution industrielle, en fait, a lieu aussi en un certain sens, même plus fondamental, ontologique pour Violac, puisque apparaît une nouvelle entité métaphysique, qui est la société qui organise ces rapports, qui n'avait pas existé auparavant. Donc c'est l'avènement de la puissance sociale qui se manifeste cette fois non pas par les représentations humaines à échelle, mais par un monumentalisme, par le mégalithisme. Pourquoi ? Parce que pour porter des mégalithes gigantesques, des grosses pierres, il faut être nombreux et il faut se coordonner. C'est ça l'argument que donne Violac. Donc parmi lesquels on trouve la tour de Jéricho, je crois qu'elle a 8300 ans, vous voyez là, la tour. Normalement elle faisait 8 mètres, hein, mais bon. On voit, il y a les tumulus, les tumuli, il y a le mégalithisme comme les menhirs, comme Stonehenge, vous voyez, cette espèce de grosse pierre qu'on a. Pour faire ça, peut-être qu'il faut être très organisé, et il y a quelque chose qui a dû apparaître, vous voyez sur l'image reproduite vue d'artiste, une organisation sociale qui détermine les positions de chaque individu et qui est beaucoup moins consensuelle, qui est beaucoup moins dans la délibération qu'on pourrait imaginer dans un groupe de 25 personnes. Là, je vous ai mis le mégalithisme de Göbekli Tepe, qui date d'il y a 12 000 ans. Vous voyez, c'est des énormes pierres et il fallut s'organiser pour les monter, quoi. Et donc, ce qui détermine l'organisation collective de la vie, c'est plus une discussion, une négociation entre des individus à 25 sur qu'est-ce qu'on va faire, et parfois même simplement une spontanéité, une compréhension, etc. Même si en fait il y a eu des chasseurs-cueilleurs inégalitaires et hiérarchiques, mais ça sera pour la prochaine histoire. C'est la puissance sociale elle-même. Il y a vraiment une entité comme ça, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne sait pas où elle est, mais qui dépasse les individus et qui organise le travail, la production, etc. Et qui se manifeste par ces trucs mégalithiques qui, pour Violac, sont l'extériorisation de cette puissance sociale. C'est-à-dire que cette puissance sociale, elle est là, elle peut faire des choses, et une des choses qu'elle fait, c'est monter des grosses pierres les unes sur les autres. Et donc évidemment, on va se demander, mais pourquoi on monte des grosses pierres ? Ce que montre le mégalithisme, c'est que l'architecture n'est qu'un effet de la concentration d'une puissance sociale qui doit ensuite trouver à s'exercer à l'extérieur. C'est ce que suggère également l'antériorité de la sédentarité sur la mise en culture des terres. C'est-à-dire l'idée qu'on s'est sédentarisé, il y a une puissance sociale qui s'est constituée lentement, il n'y avait même pas besoin d'agriculture, mais cette puissance sociale a cru, par exemple démographiquement, etc. Et donc on s'est dit, mais putain, mais en fait il faut transformer la nature si on veut nourrir tout le monde. Donc l'agriculture est un effet, non pas l'agriculture n'est pas un principe de la sédentarité, etc. L'agriculture est un effet de la puissance sociale qui s'est constituée lentement, comme dans cette révolution néolithique. Bon, là j'ai mis une très grosse citation, peut-être on ne va pas la lire, je vais juste lire la fin. Ce n'est pas l'environnement qui a imposé l'agriculture aux hommes, c'est la société. Constitution par sédentarisation de la puissance sociale organisée, c'est-à-dire d'une quantité de travail social, puissance par la conscience de laquelle l'homme a saisi sa supériorité sur l'animal, puis exercice de cette puissance sur la nature. Vous comprenez les étapes en révolution anthropocratique, révolution sociocratique. En réalité, ce n'est pas des étapes genre ça vient avant, ça vient après. C'est le long avènement de la puissance sociale qui se reconnaît selon différentes modalités. Et c'est ça qui est intéressant en termes de philosophie qui étudie les entités, les êtres. Parce que c'est un nouvel être qui apparaît à ce moment-là et qui maintenant existe définitivement. Ce nouvel être est là et c'est la puissance sociale organisée. Donc, très bien. Et donc j'ai mis quelques citations. La révolution néolithique est une révolution sociale. Elle est même la révolution sociale. Ce n'est pas la révolution d'une forme de société particulière. C'est le moment où l'idée même que la société puisse dépasser les individus, structurer leur mode d'être, apparaît pour Violac. Elle institue la société là où il n'y avait auparavant que groupes, bandes, clans ou tribus. Bon, on sera discuté.
Il appelle ça une révolution sociocratique qui fait apparaître une entité ontologiquement nouvelle. Voilà, c'est bon? On est arrivé là. On peut le justifier en lisant un certain nombre d'auteurs, tant Classe, Leroy-Gourhan que Cauvin. C'est à partir de ça que Violac pense, et essaie de le dire. Je vais quand même lire ces citations pour montrer que son discours n'est pas un discours fondé uniquement sur de la philosophie, et sur l'ontologie, mais c'est un discours fondé aussi sur ce que disent Pierre Classe, un anthropologue anarchiste, Leroy-Gourhan, un archéologue, un anthropologue, et Jacques Cauvin, un anthropologue de ce qu'on appelle le courant post-processuel, c'est-à-dire on s'intéresse moins à la question des éléments matériels, outils, techniques, organisation de l'espace, écofact, etc. On s'intéresse aux structures culturelles, religieuses ou superstructures qui déterminent les comportements des gens. Bon. Si je vous lis juste Cauvin, par exemple, c'est un phénomène sociologique. Le village qui a été reconnu à l'origine du processus de néolithilisation. Par la suite, le début du 8e millénaire apparaît comme un seuil nouveau dans la densité de ces regroupements. Les villages plus vastes nécessitent que se perfectionne l'organisation sociale réglant la vie commune de leurs habitants. Je ne vais peut-être pas lire les autres citations, je mettrai les trucs en ligne, mais on a compris l'idée, quoi, je pense. C'est la puissance sociale qui, elle, est au principe du reste. Ce que va montrer Violac, c'est que ce processus, évidemment, il est relatif. Il n'a pas eu lieu partout, de la même manière. Et aujourd'hui encore, si on compare la forêt amazonienne à l'Europe, et qu'on regarde même par satellite, hein, j'ai mis un satellite, si on regarde par satellite, rien que nocturne, on voit bien que ce n'est pas du tout la même structuration, quoi. Genre, l'Amazonie, c'est une espèce de grosse tache sombre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'éclairage urbain, il n'y a pas les routes qui accompagnent l'éclairage urbain, il n'y a pas les villes qui les structurent, etc. Donc on voit bien que le processus de néolithique qui a eu lieu dans le croissant fertile, il ne s'est pas forcément imposé partout. Il s'est mondialisé, mais il y a quand même des espaces où ce n'est pas le cas. Or, il se trouve que quand on regarde dans ces espaces où ce n'est pas le cas, des gens vivre et pratiquer un certain nombre de choses, ils ne conçoivent pas leur relation avec les êtres, les non-humains, et avec leur espace, de la même manière que les Occidentaux industrialisés. Ils ne les conçoivent pas de la même manière, et ils ne font pas surgir cette entité sociale transcendante, cette puissance sociale qui régit leur pratique. Pour en parler, on peut évoquer, j'anticipe, on peut évoquer les positions, par exemple, de Philippe Descola. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un anthropologue français du Collège de France, qui considère que les mondes dans lesquels on vit sont déterminés par des structures abstraites, métaphysiques, ontologiques, qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a au moins 4 structures qui déterminent les mondes dans lesquels les gens vivent et qui donc déterminent les réalités que vivent les gens. Par exemple, nous sommes plutôt, depuis la modernité, des naturalistes. C'est-à-dire que nous pensons qu'entre les humains et les non-humains, enfin entre nous, humains, et le reste, eh bien, il y a un rapport de discontinuité en termes d'intériorité. C'est-à-dire que nous, on a une âme, nous, on a un sujet, on a des intentions, etc. Mais tout le reste, c'est plus ou moins des machines et des objets. Au XVIIe siècle, par exemple, c'est galvaudé, mais Descartes considère qu'on peut comprendre les animaux sur le modèle de machines, d'horloges, de pompes, etc. Et il va considérer que les animaux sont des arcs réflexes sans âme, sont des mécanismes. Donc nous, on est des naturalistes, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à construire cette distinction entre le sujet humain, la culture, et la nature objective, matérielle, qu'on peut manipuler, étudier, connaître. Eh bien, il se trouve que cette distinction entre la nature et la culture n'existe pas forcément dans tous les peuples sur Terre actuellement. Si on va dans la forêt amazonienne et qu'on va chez les Achuar, à la limite du Pérou, ce qu'on découvre, c'est une manière de voir les choses qu'on n'appelle pas le naturalisme, mais qu'on appelle l'animisme. Et dans l'animisme, qu'est-ce qui se passe? Dans l'animisme, on considère presque le contraire du naturalisme. On considère que les corps qu'on voit autour de nous ne sont pas du tout composés de la même manière, de la même matière. Alors que dans le naturalisme, on est tous faits d'atomes, mais seuls les humains ont une intériorité commune. Tandis que dans l'animisme,
les corps qu'on voit autour de nous, ils ont des substances différentes parce qu'ils ont des apparaîtres différents. L'oiseau a une collerette gigantesque, colorée. Le guépard, il est comme ça, avec sa forme, sa silhouette allongée, féline, etc. Et les humains, ils ont cette forme comme ça. Bon. Mais on considère, en revanche, qu'à l'intérieur de ces êtres, qui n'ont pas les mêmes apparences, et donc pas la même matière de corps, eh bien, il y a la même intériorité. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec un jaguar, on peut discuter, négocier avec un pécari, c'est un petit cochon, on peut négocier avec un oiseau et un saumon. Pour quelle raison? Parce qu'ils partagent la même intériorité. Et même, on peut aller plus loin, ce partage de la même intériorité fait que si on était du point de vue du jaguar, si on voit un jaguar, et qu'on était à sa place, et qu'on regardait le monde du point de vue du jaguar, en fait, le jaguar se considère comme un humain. Et le jaguar, quand il voit une trace de sang là, par terre, et qu'il va la laper, en fait, le jaguar, il voit de la bonne bière, et de la bonne bière de manioc. Et quand le jaguar voit un bout de chair pourrie et qu'il la mâche et qu'il la mange, en fait, c'est un bon plat cuisiné et cuit. Pourquoi? Parce que son point de vue sur le monde, c'est le point de vue humain. Et chaque être, dans le cadre de l'animisme, se considère lui-même avec la même intériorité que les autres êtres, et on peut communiquer d'intériorité en intériorité, ce qui fait que dans l'animisme, il y a plein de pratiques particulières où, avant de chasser, on négocie quand même avec les animaux qu'on veut chasser, on peut avoir des communications avec certains animaux en rêve qui nous disent les moments où on peut les pêcher, de manière... plein de choses comme ça. Et donc, à côté de l'animisme et du naturalisme, il y a deux autres rapports de monde où les réalités du monde ne sont pas les mêmes que pour nous, c'est le totémisme et l'analogisme. Le totémisme, c'est un peu différent, il considère que tous les êtres sont des singularités absolues. Toi, tu es une singularité absolue, la tasse est une singularité absolue, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la tasse, il y a une intériorité spécifique qui ne communique pas sur le même mode que toi, et la matière qui la compose n'est pas en continuité avec ta matière. Autrement dit, pour nous, naturalistes, on dirait entre toi et la tasse, c'est les mêmes atomes qui kiffent la bourrique, et puis dans la tête de la tasse, il n'y a rien, mais dans la tête de toi, il y a quelque chose. Et donc, en revanche, pour la pensée je disais quoi? Non, pardon, j'ai dit totémique, je me suis trompé, pardon. Là, je suis en train de parler de l'analogisme, désolé, et je me reprends. Pour la pensée analogiste, il y a des singularités absolues qui ont à la fois des corps singuliers et des intériorités singulières, et dans l'analogisme, la mise en rapport de ces choses-là se fait par des catégories abstraites, des types. On trouve des ressemblances entre ces différentes singularités absolues, et comme ça, on peut les classer, les mettre en ordre. Par exemple, une plante qui ressemble à un œil, on peut dire qu'elle a un rapport avec l'œil, et donc peut-être qu'elle a une vertu qui peut guérir l'œil. Ça, c'est l'analogie. Par analogie, on peut prendre cette singularité-là, prendre une autre singularité, et les mettre ensemble. Bon. Et ça se retrouve pour des scholas, empire aztèque, donc empire mexicain, empire chinois, Renaissance. C'est des pratiques, des manières de voir et des cosmologies très singulières, où les êtres ont tous une intériorité et une corporalité singulières qu'on doit remettre ensuite un peu par des liens de ressemblance et d'analogie. Le totémisme, lui, c'est le contraire, c'est-à-dire que pour le totémisme, il y a un partage commun entre dans un groupe social, un clan, du même corps et de la même intériorité. C'est-à-dire qu'en gros, pour un groupe humain déterminé, on a tous le corps de l'animal totem qui nous définit, par exemple le corps de la tortue, on va dire ça comme ça, et l'intériorité de la tortue, des ancêtres. Et donc il y a une continuité entre mon âme et celle de mes copains, et une continuité entre mon corps et celle de mes copains, qui définit le groupe, et c'est ça qu'on appelle un totem, ou un rêve chez les aborigènes australiens, mais je n'entre pas dans les détails. Évidemment, entre les différents groupes totémiques, il y a des liens et il y a des échanges, ça s'appelle l'exogamie, on va se marier avec un autre groupe totémique, etc. Et voilà. Et donc, ça a des conséquences pratiques et des conséquences cosmologiques. Donc si on relativise ça, on voit bien que dans l'Amazonie, il ne s'est pas passé le même... dans l'Amazonie, elle est où l'image de l'Amazonie? Il ne s'est pas passé le même processus et le même monde, même phénomène de mondiation, de création de monde, qu'en Europe occidentale ou aux États-Unis. Mais rien que par image de haut. OK. Bien, continuons cette étape de la révolution néolithique qui a constitué, en gros, les fondements de la révolution industrielle, les fondements de la vision naturaliste des choses, de la modernité, etc.
Pour Viewlac, ce phénomène n'est pas seulement un phénomène dans l'organisation spatiale, dans l'organisation de l'achat, dans l'organisation de la production, etc. C'est aussi un phénomène subjectif. Il se passe quelque chose dans les sujets individuels. C'est en même temps l'apparition du sujet névrotique. Pourquoi ? Parce que le sujet névrotique, c'est celui qui doit refouler un certain nombre de pulsions au nom d'exigences qui lui sont supérieures, par exemple les exigences du travail. Le névrosé existe principalement parce qu'il doit renoncer à certaines choses au nom du principe de réalité, qui est le principe de transformation de la matière du travail. Et pour Viewlac, eh bien, la révolution néolithique est le moment où un nouvel type de subjectivité est institué. Je vous lis la citation. « Le sujet freudien est le sujet institué par l'avènement de la puissance sociale. » Donc vous voyez, le sujet freudien, nous on a tendance à le relativiser, à dire c'est le bourgeois du 19e siècle. Lui, il fait tout le contraire, il dit ça existe depuis le néolithique. Bon, c'est à critiquer, à questionner. Il est l'homme socialisé et domestiqué, le sujet sous la loi qui incarne dans son intériorité psychique le conflit de la nature et de la culture. Le sujet névrotique, l'homme subjectivé par l'intériorisation de la soumission au commandement, non pas seulement possession de la société, mais possédé par la société, par elle, par la puissance sociale qui place à l'intérieur de l'individu une instance de surveillance comme des forces d'occupation dans une ville conquise. Bon, en gros, l'idée de Viewlac qu'on peut questionner, c'est l'idée que quand la puissance sociale commence à organiser le travail, à contraindre les gens à travailler pour produire parce qu'il y a un boom démographique, etc., les sujets se transforment aussi. Et pourquoi ? Parce qu'en eux, il y a une espèce de scission entre une espèce de capacité délibérative d'organisation en négociant avec les autres autour de nous et la présence des exigences sociales du travail et donc la nécessité d'évacuer un certain nombre de fantasmes, d'imaginaires. On aimerait bien continuer à communiquer avec les animaux, à négocier, à faire des rites, des chamans, mais on n'a plus le temps parce qu'il faut quand même travailler, parce qu'il faut produire et parce qu'il y a une nouvelle organisation du temps et de l'espace. Donc le sujet névrotique apparaît pour Viewlac à ce moment-là, et c'est en cela qu'il considère que la révolution néolithique est aussi une révolution théocratique. C'est-à-dire une révolution qui se passe pas seulement dans la structure sociale, objective, matérielle, mais une révolution qui se passe aussi dans les intériorités, dans les psychismes, et qui se fonde sur la conception culturelle de comment on se rapporte à ce qui nous dépasse. Donc, il y a une projection, évidemment, on considère... en fait, Viewlac s'appuie sur Freud pour dire cela, en considérant que la religion, au fond, c'est pas autre chose qu'une névrose de contrainte de l'humanité. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où apparaît la religion, elle vient donner des codes de contraintes, de comportement, d'attitude au sujet, de la même manière que le névrotique est quelqu'un qui va se donner des espèces de règles d'organisation pour aboutir, de perfectionnisme, etc. Et il va se contrôler tout le temps avec une instance de surveillance en lui qui est le surmoi et qui dit « bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, fais ci, fais ça », alors même qu'il pourrait être juste un individu entier, plein. En fait, non, son moi est régi par une instance en lui qui le surveille, qui le punit et qui n'est même pas forcément hors de la société, mais qui en réalité est l'intériorisation de la contrainte sociale. Ça va ? Ok. Comme je vous l'ai dit avec Jacques Descola tout à l'heure, en fait, les formes de représentation du monde... Quoi ? J'ai dit quoi ? Oui, Philippe Descola, pardon. Avec Philippe Descola, c'est que les manières de structurer le monde dans lequel on vit, au niveau même des catégories mentales, si l'on veut, même en fait au-delà même, au niveau des relations qu'on entretient avec les êtres et qui font le monde, eh bien, elles sont différentes. Animisme, totémisme, analogisme, naturalisme. Et si on s'appuie sur ces concepts, on peut considérer que la période pré-néolithique, le paléolithique, est plus ou moins structurée par des formes de religiosité qui seraient de type totémiste et animiste. C'est une hypothèse assez partagée, même si en réalité on n'en sait rien. Mais c'est une hypothèse partagée, quoi. Par exemple, Tétard, il dit la vision du monde qui s'exprime dans l'art pariétal paléolithique, c'est-à-dire dans les fresques qu'on voit dans les grottes, c'est probablement du totémisme. C'est-à-dire qu'on partagerait une même nature avec les animaux qu'on représente, on appartiendrait à ces animaux, et ce seraient des clans définis par le bison, le chevreuil, etc. Bon, le chevreuil, c'est un peu anachronique. Bon, voilà. En fait, pourquoi il en vient à cette révolution théocratique et au passage d'une religiosité de type animiste et totémique à une religiosité différente, nouvelle,
un peu mystérieuse qui pose une transcendance à laquelle il faut donner quelque chose. C'est à la fois parce que des anthropologues ont décidé de comprendre les formes sociales à partir de cette idée, donc c'est un choix méthodologique, mais aussi parce que c'est un philosophe et il s'intéresse à un événement de la pensée, quoi. Un événement dans les structures de la pensée, donc pas un événement seulement matériel et social, mais un événement dans les structures de la pensée. J'ai mis cette alternative, superstructure symbolique ou organisation sociale et matérielle. Pourquoi ? Parce que, en réalité, là, à ce moment-là, on parle depuis une forme de pratique de l'archéologie et de l'anthropologie et de la paléoanthropologie qui dit que ce qui compte dans la description des manières de vivre, etc., c'est aussi la forme culturelle, c'est aussi les relations entre les êtres qui, en changeant, vont changer nos pratiques. Pourquoi ? Parce que longtemps, on a fait une anthropologie marxiste, donc fondée sur l'idée que ce sont les rapports sociaux de production économique qui déterminent le processus historique et le sens de l'histoire, de pourquoi on va vers cette société-là. Et en fait, ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que ce n'est pas tout à fait cohérent, ce n'est pas tout à fait sensé, pertinent de comprendre toutes ces choses-là uniquement du point de vue de la structure matérielle, de ce qu'on appelle les infrastructures. On a besoin, pour donner sens à ce qui se passe, on a besoin quand même de se dire il y a eu un événement symbolique, il y a eu quelque chose dans la manière de symboliser notre expérience qui a fait événement et qui a déterminé un tas de changements. Je vous lis Jacques Cauvin, du coup, Naissance de divinité, naissance de l'agriculture. La pensée symbolique n'est pas un sous-produit de la société, ce qui serait une position marxiste. Les symboles, les idées, l'idéologie, tout ça, ce sont des visions déformées ou inversées des rapports de production matérielle bien concrets qu'on peut comprendre rationnellement et objectivement. Et Jacques Cauvin, il dit, c'est pas si sûr, la pensée symbolique n'est pas un sous-produit de la société. Elle peut au contraire y être structurante, la structurer. Le symbolique n'est pas l'allégorie extraite après coup de la société en tant que phénomène, après coup de la société, en tant que phénomène naturel, mais lui est connatif. J'ai parlé vite, désolé, mais ça veut simplement dire que l'espace symbolique apparaît en même temps que l'espace social. Et on voit très mal pourquoi on ferait une grosse pyramide de pierre uniquement pour des raisons purement matérielles. Pourquoi on taillerait des animaux de telle manière uniquement pour un délire de production. On le comprend parce qu'il y a un dispositif symbolique qui vient le déterminer d'une manière ou d'une autre. Donc ce que dit Cauvin et ce que reprend Violac, c'est l'idée que à ce moment-là, quand on passe de l'animisme et du totémisme à une nouvelle manière de concevoir les divinités, on se met à considérer que la divinité appartient à un plan qui n'est pas immédiat, qui n'est pas notre nature. Dans l'animisme, on parle directement aux esprits, et ils sont là, quoi, ils sont dans l'environnement immédiat du monde. Or, dans le moment de la révolution néolithique, il se passe un événement symbolique qui est une absence. Le Dieu, il est transcendant par rapport à ce plan, on ne sait pas où il est. Et Cauvin dit qu'on passe d'une topologie horizontale, c'est-à-dire on est dans l'espace horizontal, on parle avec les animaux qui sont peut-être régis par des esprits et des gardiens qui sont là quelque part, à une topologie verticale, au sens où il y a quelque chose là qui s'échappe comme un point de fuite vers le ciel et qui est inaccessible. Pour Violac, pour Freud, pour Marx, pour Cauvin, parce que Marx n'est pas uniquement le marxiste, mais il dit aussi d'autres choses, et en fait ça, c'est peut-être aussi la conscience confuse de cette puissance sociale dont on va parler tout à l'heure, qui se manifeste. Il y a quelque chose d'invisible qui régit ce qu'on fait. Et on ne sait pas où le voir, où l'atteindre et où lui parler. Vous voyez, l'organisation sociale. Bon, un événement s'est produit et il est de nature psychique. Nous l'avons défini comme une déchirure nouvelle au sein de l'imaginaire humain entre un haut et un bas. Voilà l'idée de cette révolution théocratique. Comment elle se manifeste matériellement ? Comment il le justifie archéologiquement ? La justification archéologique de Cauvin, mais aussi de Violac surtout, c'est l'existence des nécropoles. Parce que quand on a des nécropoles, ça veut dire qu'on traite les morts d'une certaine manière. D'ailleurs, on considère souvent que la nécropole est peut-être antérieure même à la ville, qu'on a d'abord fait des nécropoles, puis après on a construit la ville autour de la nécropole, ou à côté de la nécropole. Mais du coup, si on a des morts qui sont plus là et qu'on va conserver dans des espaces qu'on appelle les nécropoles, ça s'accompagne forcément d'un culte des morts. Donc un culte des fantômes, des spectres, de l'absence de quelque chose qui n'est plus.
C'est comme ça que, philosophiquement et anthropologiquement, Cauvin, mais même Ford, mais Cauvin et Violac vont justifier l'idée qu'il y a un événement symbolique qui se crée, cet événement symbolique et psychique qui change notre rapport à ce qui est divin, à ce qui le rend vertical, plus présent dans le monde autour de nous, mais lointain. C'est peut-être en rapport avec le culte des morts, avec le fait qu'on sait qu'ils sont absents, mais ils sont présents en tant qu'absents, et c'est ça qui définirait peut-être la transcendance. Bon, ça c'est l'hypothèse. On a bientôt fini, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, est-ce que je m'arrête là ou je finis sur le mythe d'Atra-Arsis ? 16h32. On a une vingtaine de minutes, je finis là-dessus. Bon. Un des plus vieux mythes, même si on a d'autres mythes encore plus anciens, on ne peut pas les dater, mais on sait qu'ils sont plus anciens, comme des mythes de choroplastie, c'est-à-dire des mythes où des dieux construisent des humains à partir de la poussière, ou des mythes d'émergence, c'est-à-dire des mythes dans lesquels l'humanité, en fait, au départ, elle était sous la terre, et puis un jour, elle est sortie de la terre comme ça, ploup, et c'est comme ça qu'elle a appris la mortalité en mangeant les premières choses. Ils sont devenus malades, parce qu'avant, ils étaient immortels sous la terre. Donc on a des mythes bien plus anciens, choroplastie, on a des mythes d'émergence bien plus anciens, qui d'ailleurs peuvent expliquer, comme le mythe d'émergence, pourquoi on allait dans les cavernes faire de la religion. Pourquoi on allait peindre des trucs dans les cavernes alors qu'on sait que ce n'était pas des manuels de chasse, mais que c'était plutôt quelque chose de culturel ou symbolique. Peut-être parce qu'en fait, on se racontait des histoires, et parmi ces histoires, il y avait l'idée que l'humanité originaire venait de sous la terre, venait de grottes, d'espaces souterrains, et que, du coup, pour se lier à ce mythe originaire, on allait dans les grottes pour jouer ce mythe. Bon, ça, c'est l'hypothèse très mal expliquée que fait Jean-Loïc Lequelec dans La caverne originelle. Ok. Donc, on va finir là-dessus, sur le mythe d'Atra-Assis. Atra-Assis, ça veut littéralement dire le sceptre de l'ingéniosité. Donc, cette espèce de personnage des stratagèmes, quoi, le personnage rusé, qui viendrait, au plus lointain qu'on puisse le dater, de la période d'Hammurabi, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et vous allez voir que ce mythe, il synthétise, il rassemble un peu tout ce qu'on vient de dire. Je vais vous lire les extraits de ce mythe donné par Jean Violac, et on pourra ouvrir la discussion sur la pertinence ou pas de ces énoncés. Bon. Le trait d'emblée remarquable du temps des origines, c'est la division entre deux classes de dieux. Les Anunnaku, classe dirigeante oisive, et les Igigu, classe astreinte au travail, chargée notamment de creuser le cours du Tigre et de l'Euphrate et de bâtir les montagnes. C'est-à-dire que dans le mythe, on pense que les dieux sont en deux classes, hiérarchisées, et qu'il y a une classe de travailleurs qui construit le monde dans lequel nous, on travaille. Bon. Citation. « Ils étaient de corvée et besogniers. Considérable était leur besogne. Leur corvée était lourde, infini leur labeur. Car les grands Anunnaku, aux Igigu, imposaient une corvée sextuple. Mais après avoir fait le décompte de leurs années de corvée, les Igigu se mirent à déblatérer et récriminer. Comment ces prolétaires, ils ne veulent pas trop travailler. Vont d'abord se plaindre, puis entrent en révolte, allant jusqu'à assiéger le palais d'Enlil, le souverain des dieux. La situation de guerre civile alarme les Anunnaku, qui se réunissent autour d'Enlil pour délibérer. L'un d'eux prend alors la défense des Igigu, soulignant que leur plainte est légitime, et il propose une solution. Citation. « Il y a un remède à cela. Puisque Belet Ili, la matrice, est ici, qu'elle fabrique un prototype d'homme. C'est lui qui portera le joug des dieux. C'est l'homme qui sera chargé de leur labeur, puisque ces dieux-là, ils ont décidé de ne plus travailler. L'homme est donc fabriqué avec de l'argile, à laquelle Belet Ili insuffle un esprit, et il lui suffit que les dieux concèdent aux hommes la rumeur du pullulement, c'est-à-dire la fécondité, pour que les Igigu soient libérés du travail et aillent aussitôt baiser les pieds de Belet Ili en signe de gratitude éternelle. Alors, poursuit l'épopée d'Atra-Assis, les hommes confectionnèrent de nouvelles pioches et houes, puis édifièrent de grandes digues d'irrigation pour subvenir à la faim des hommes et à la chair des dieux. 1200 ans ne s'étaient pas écoulés que le territoire se trouva élargi et la population multipliée. Vous voyez que c'est présent même dans le mythe, qu'il y a à peu près le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ.
Ce qu'on a dit théoriquement, c'est formulé par le mythe. Le pays de l'entre-deux-fleuves s'emplit de tellement d'hommes occupés à tant de travaux que le bruit devient insupportable à Enlil qui n'arrive plus à dormir. Il décide donc de décimer les hommes, d'abord par des épidémies, la sécheresse, la famine, puis par le déluge. Mais le dieu Enki conseille à Atrahasis, le plus sage des hommes, de se construire une arche et lui permet ainsi de survivre. Vous voyez, l'arche de Noé, ça vient de loin. La corvée, le labeur incessant que les hommes ont à prendre en charge, n'est autre que le travail de l'agriculture et de l'élevage imposé par la révolution néolithique. Un mythe anthropogonique, c'est-à-dire de jeunesse de l'humanité, du 2e millénaire, qui rappelle que les hommes ont été créés pour faire la corvée des dieux, précise ainsi, je vous cite, « Ils ajouteront glèbe à la glèbe, ils délimiteront les champs, ils mettront en place le réseau d'irrigation pour arroser partout et ainsi faire pousser toutes sortes de plantes, et ils multiplieront bovidés, ovidés, animaux, poissons et oiseaux. » Bref, l'apparition du travail productif a une genèse babylonienne. C'est vraiment à l'époque de Babylone, à Mésopotamie, que le travail productif apparaît, et ce travail productif est enregistré, cette vision, cette nouveauté, cet événement est enregistré par des mythes. Si on voulait créer une espèce de tension arbitraire entre deux types de mythes, on pourrait faire une tension entre les mythes d'émergence où les hommes sont considérés comme existant de tout temps mais sortant de la terre et puis apprenant la mortalité en mangeant, et les mythes de choroplastie comme celui-là, c'est-à-dire les mythes où un dieu existe, a des problèmes et décide de construire des petites statuettes, puis leur insuffler la vie et la pullulation, et puis ils deviennent des humains. Et on pourrait dire que depuis le néolithique, même peut-être avant, il y a une querelle à la fois mythologique mais aussi pratique entre ceux qui considèrent que l'humanité était déjà là, elle n'a pas été produite, mais elle a été donnée, et qu'elle est sortie elle est arrivée dans un monde qu'elle s'est mis à connaître en sortant de la Terre, et ceux qui considèrent qu'à la racine de ce qu'on conçoit de l'homme, il y a l'idée de productivité, et donc de travail, et donc d'agriculture, de sédentarité, etc. Si vous voulez mythologiser la tension entre l'idée d'un néo-primitivisme et le productivisme industriel, on peut le faire avec des mythes extrêmement anciens qui enregistrent peut-être cet événement dont j'essaie de vous parler, qui est celui du néolithique et de la révolution, qui fait apparaître la production et la productivité comme centre de la structure sociale. Voilà, on peut commencer à discuter et à débattre parce qu'il y a vraiment plein de choses à critiquer, plein de choses aussi qui ne sont pas tout à fait justifiables en fait.